Depuis quelques années, une transformation silencieuse s'opère et elle est autrement plus inquiétante que le vacarme habituel des polémiques sur la liberté de la presse. Le journalisme en tant que système de production d'une réalité commune vacille. Aux États-Unis, Donald Trump a popularisé l'idée que toute presse critique était une fake news. En France, la critique des médias dominants est partagée aussi bien à l'extrême droite qu'à la gauche de la gauche. Dans le même temps, la concentration des groupes de presse fragilise encore davantage la confiance. Alors, dans ce paysage saturé, précarisé, hyper polarisé, que devient le journalisme indépendant ? Pour y répondre, j'ai le plaisir de recevoir Baptiste Thévelin. Avec Médiane, il ne fait pas de journalisme, il le rend possible. Il n'écrit pas les récits, il écrit les conditions pour qu'ils adviennent. Avec ses associés et son équipe, il ne produit pas de scoop, mais du cadre, du sens et du temps. Alors aujourd'hui, ce n'est pas une conversation sur le journalisme de demain ni sur celui des grandes promesses, c'est une conversation sur ce qui tient et sur ce qui lâche. Sur comment on fait pour tenir l'essentiel quand tout semble vaciller. Avec Baptiste, on va parler de cette autre facette du journalisme indépendant, celle des structures, des modèles économiques, des formes de gouvernance et des récits qui prennent le temps. Parce que renforcer le journalisme indépendant aujourd'hui, ce n'est pas seulement défendre un secteur, c'est défendre une idée de la démocratie. C'est répondre calmement mais fermement à celles et ceux qui rêvent d'un monde sans contre-pouvoir. Je suis Fouad Souak et bienvenue dans Nouveaux Récits. Tu vois, les nouveaux récits... On a besoin de l'écrire, on a besoin de le voir, on a besoin de l'entendre. Nouveaux récits... C'est vrai que Nouveaux Récits, ça m'a parlé en plus. C'est important pour le chemin qu'on a à faire. Nouveaux Récits, c'est ce qui m'a plu à venir aussi. Ils sont nouveaux, ces récits. Bonjour Baptiste. Bonjour Fouad. Bienvenue. Merci beaucoup. Ça va ? Ça va, super. Commençons cette conversation en me racontant quel est ton premier souvenir de lecture ? Un magazine. Quand j'étais enfant, mes parents m'avaient abonné à plein de magazines pour enfants, de fait. Il y en a un qui m'a particulièrement marqué, qui s'appelait Image Doc, qui était édité par Bayard, je crois, à l'époque, qui n'existe plus aujourd'hui, et qui était un magazine sur les animaux, sur la biodiversité, sur la nature. Et en fait, je devais avoir peut-être 6-7 ans. Et en fait, je m'étais mis en tête de faire la même chose. Je m'étais mis en tête de reconstruire Image Doc moi-même, donc de faire mes propres reportages, de lancer un peu ça. 6-7 ans, je pense. Ouais. Et j'avais donc fait ça sur des feuilles A4 et je les avais distribuées dans les boîtes aux lettres de mes voisins. Voilà. Ah, c'est marrant. Et donc, de fait, voilà, mon souvenir de lecture initiale, il est vraiment lié déjà, et c'est intéressant, je ne l'avais pas conscientisé, à ces enjeux des médias et à ce que ça représente en termes d'émotion aussi quand on le reçoit. Ouais. Ah, c'est marrant parce que le corollaire de ma question, c'était si tu m'avais sorti Picsou Magazine, hein, évidemment, c'était quel est ton premier souvenir de médias, mais il s'avère que ça se confond. Et c'est même ça pas fait exprès. Ça se confond complètement, ouais. C'est même pas fait exprès. Non. Est-ce que tu crois, en fait, que voilà, ces premiers gestes, ces premiers souvenirs d'enfance, c'est des choses qui, quasi à coup sûr, se concrétiseront quand on sera plus grand. C'est des choses vers lesquelles, en fait, on va se diriger. Ça crée peut-être des conditions de possibilité pour que ça arrive, et en tout cas une appétence de fait. Ouais. Oui. Après, j'aurais pu dire que mon premier souvenir de lecture était tout autre, et ça aurait pu être un livre à l'école ou quelque chose comme ça. J'ai pas une famille ou un environnement culturel de base extrêmement développé sur la lecture et même sur tous ces enjeux-là. Donc j'ai beaucoup construit petit à petit, mais du coup dans l'enfance, c'est vraiment cet enjeu de la presse en fait, effectivement, qui a conditionné ça. Je suis très content de te recevoir. Je suis content d'être là. Je vais avouer un secret, en fait, c'était pas du tout toi que je voulais. Moi, je voulais Marine. Ouais. Pour plein de raisons. Déjà parce que elle s'occupe de la partie édito de Médiane, et donc tu es cofondateur et directeur général de Médiane. Tu vas nous expliquer évidemment ce qu'est Médiane. Je la voulais également parce qu'elle a participé, il s'avère, à Change Now il n'y a pas très longtemps, et c'est vrai que c'est à la collusion de ce monde en transformation. Et ensuite, il s'avère, je ne vais pas analyser ici les raisons pour lesquelles on en a moins, alors que j'étais très performant, en tout cas, je tenais presque avec rigueur cet équilibre des forces féminines et masculines. Et il s'avère en fait que les derniers invités sont plutôt masculins et qu'il est important aussi en fait de visibiliser et puis de représenter un petit peu ces voix que l'on entend peu, vraiment. Malgré tout, je suis très content de t'avoir.
parce que tu as un parcours hyper intéressant. On a un point en commun, on l'a dit un petit peu en off avec Animafac. Il s'avère que moi, ce point commun que j'ai avec Animafac, c'était une revue interne ou un papier interne pour lequel j'écrivais quand j'étais à la fac. Et tu as, toi, présidé, pour le coup, cette association nationale qui est en fait un réseau de fédérations, enfin d'associations au niveau national. Bon. Donc, bonjour à Marine, bonjour à toute l'équipe de Médiane. Mais maintenant, en fait, est-ce que tu vas pouvoir m'expliquer qu'est-ce que Médiane ? Médiane, c'est un projet qui a pour ambition de renforcer un journalisme indépendant et de le faire par 3 piliers. Le premier, c'est d'informer les gens. Et quand je dis les gens, c'est volontaire, c'est d'informer le plus grand nombre de personnes dans cet écosystème. Premièrement, qu'il est possible de lancer des médias aujourd'hui en 2025 et de le faire depuis 2020, de montrer qu'il y a des exemples de réussite, aussi des exemples d'échecs qui sont hyper intéressants pour la suite. Ça se fait par une newsletter, enfin par des newsletters, par un podcast, par des événements, par un site internet, par tout un tas de choses qui font que notre ambition elle est de dire, regardez, c'est pas évident, effectivement, mais c'est possible et voilà comment on fait. Et quand je dis voilà comment on fait, c'est pas en disant, regardez ce que fait le New York Times avec 1000 et quelques journalistes, faites la même chose chez vous. C'est comment est-ce qu'on fait des choses qui sont accessibles et faisables. Le deuxième pilier, c'est d'accompagner, de faire en sorte que les médias puissent concrètement mettre les pieds dedans et donc être une boîte à outils à destination des médias sur des sujets de stratégie, de design, sur des sujets de management également et sur des sujets de communication. Et donc l'idée, c'est de se dire comment on fait pour être le plus utile à ces médias-là. On va pas leur apprendre leur métier d'un point de vue éditorial et journalistique. Par contre, on va essayer de traduire auprès d'eux ce qu'ils ou elles peuvent faire en interne, des campagnes de financement participatif, des sites internet, des newsletters, des campagnes d'abonnement, d'adhésion, voilà, des sujets liés à des audits internes de management et d'organisation. Vraiment une boîte à outils très large pour accompagner des médias qui, au quotidien, trouvent des modèles économiques basés sur leurs audiences. Donc le don, l'adhésion, l'abonnement, tous ces nouveaux modèles économiques, qui sont d'ailleurs pas si nouveaux que ça, mais qui, selon nous, aujourd'hui doivent être poussés et continuer à être portés. Et puis le troisième point, c'est de mettre en réseau, de réunir en fait tous ces projets. Et pour ça, ça se passe à la fois par des événements qu'on peut organiser, ça se passe aussi par demain des logiques de communautés numériques qui pourront être faites. Et puis ça passe aussi aujourd'hui par un réseau qu'on coordonne qui s'appelle Sphera, qui est un réseau de 10 médias dans 7 pays de l'Union européenne. Et des médias qui, justement, ont tous et toutes des définitions très nationales de ce qu'est l'indépendance des médias et la manière dont on doit se battre pour ce sujet-là. Et donc, voilà. Donc, Médiane, c'est tout ça. C'est être à la croisée des logiques produits d'un point de vue entrepreneurial et puis des logiques journalistiques et accompagner l'émergence et le développement de ces acteurs. Alors, tu dis qu'il faut se battre pour cela, pour le journalisme indépendant. Pourquoi ? Parce qu'il y a des vents contraires. Il y a des vents contraires et il y a des logiques qui sont d'ailleurs tout à fait compréhensibles qui font qu'on peut ne pas vouloir que ces voies existent. Et même si... alors, je ne sais pas si je partage complètement la notion ou l'idée que les médias ont pour fonction d'être des contre-pouvoirs. En revanche, je pense qu'on le voit aujourd'hui, et c'est pas qu'une question d'ailleurs d'opposition, c'est aussi une question d'existence pour un certain nombre de projets dans le domaine des médias, c'est que l'indépendance, elle se définit pas par un seul élément. Elle est vraiment, il y a plusieurs définitions de ce qu'est l'indépendance des médias, mais il faut se battre pour elle parce qu'on voit que dans plusieurs pays du monde, c'est déjà fait. C'était très rapide de voir comment est-ce qu'on peut saper l'indépendance des médias. En France, on est loin d'être, par ailleurs, les champions de l'indépendance des médias, loin s'en faut. Et donc, il faut des acteurs, des médias, et on l'espère aussi des acteurs comme nous, pour mettre sur le devant de la scène et pour expliquer pourquoi c'est utile et pourquoi c'est important qu'il existe des médias indépendants. Ouais. Donc, je pense qu'il faut retricoter encore un petit peu pour en arriver finalement à une forme de définition des médias. Ouais, c'est une vraie question et c'est un vrai sujet qu'on se pose au quotidien. Vous devez en débattre souvent, non ? Exactement. Est-ce que c'est un média ? Comment est-ce qu'on arrive à définir ça ? Nous, on considère que c'est important parce que ma définition, elle est assez restrictive en réalité. Un média... En plus, il faut faire la différence entre le média et le journalisme. C'est ça, entre un média, l'information, le journalisme. On peut être un média qui fait du divertissement et on est un média. Énergie est un média. Énergie est un média. Alors, je crois qu'il n'y a plus de rédaction même à Énergie, mais c'est un média parce qu'il utilise un support pour diffuser un contenu. Et en l'occurrence, c'est un média dans sa fonction principale de passeur d'informations, même si cette information-là n'est pas du journalisme. Du coup, on peut commencer par cette définition-là, de se dire,
un média, c'est finalement, dans notre définition, un projet, une entreprise, alors même si ça peut être une association, mais c'est un projet entrepreneurial qui a pour objectif de ne pas être concentré et de ne pas passer comme information que des informations sur lui-même. C'est-à-dire que le fait de créer du journalisme et de le diffuser définit en fait la fonction de ce qu'est cette entreprise-là. Et donc, à notre sens, on va s'assurer que le média produit de l'information et du journalisme. Et pour ça, en France, on n'a pas 36... il n'existe pas d'ordre des journalistes non plus. Donc, on est que sur un jeu de litote, en fait, en cascade, parce que est un média une structure qui dit qu'elle est un média, et donc nous, on dit, bah oui, mais il faut qu'il y ait journaliste. Sauf que est journaliste une personne qui a une fiche de paye qui dit qu'elle est journaliste. Oui, parce qu'il y a quand même une commission qui remet le fameux sésame qui est la carte de presse. En fait, la carte de presse, et c'est des débats passionnants sur quelle est l'utilité de la carte de presse. La carte de presse, contrairement à certains pays, par exemple en Belgique, il y a un ordre des journalistes. C'est-à-dire qu'en Belgique, de manière assez publique et officielle, on vous dit, vous êtes journaliste, vous n'êtes pas journaliste, et on peut définir des règles déontologiques, etc., qui définissent ça. En France, la commission de la carte de presse, elle est soumise à un certain nombre de respects de la charte, de chartes déontologiques, etc. Cependant, la commission de la carte de presse, c'est pas un organisme officiel, c'est un organisme paritaire, donc la commission paritaire des publications et agences de presse, entre les éditeurs et les journalistes, donc les syndicats de journalistes et les éditeurs en réalité. Et elle délivre ce sésame qu'est la carte de presse, qui en réalité n'a pas une utilité majeure, si ce n'est d'avoir un peu d'accès dans des musées, et aussi, et d'ailleurs c'est un sujet démocratique, de pouvoir prouver qu'on est journaliste, par exemple quand on va en manifestation. Sauf qu'en fait on prouve qu'on est journaliste avec quelque chose qui n'est pas une preuve en soi. On peut être journaliste sans avoir de carte de presse. Et donc du coup, cette commission qui délivre cette carte de presse, elle vous délivre une carte de presse parce que vous avez des fiches de paye sur lesquelles il est écrit que vous êtes journaliste. Et donc, pour délivrer des fiches de paye en disant que quelqu'un est journaliste, en fait, il suffit d'être une entreprise et de dire qu'on embauche des journalistes et qu'on édite un média. Donc la frontière, en réalité, entre ce qui est la définition même d'être un média et de faire un contenu qui mérite qu'on définisse que c'est du journalisme, en réalité, elle n'existe pas. Donc nous, on se place plutôt, et on assume de se placer d'un point de vue engagé, ou en tout cas d'avoir un engagement dans les médias qu'on accompagne ou dans les médias qu'on veut défendre, qui est de dire que on veut mettre à l'agenda dans la société un certain nombre de sujets qu'on considère comme étant pas assez traités, ou peut-être parfois traités de manière trop partielle. Et donc on va accompagner ces médias qui veulent avoir un impact dans la société. Ce que tu dis là, on va vraiment essayer d'emprunter cette voie-là, une forme d'engagement, de combat. Ouais. On l'a dit, en tout cas, c'est vrai que c'est la manière dont je vois les choses. Le journalisme et les médias, c'est un socle extrêmement puissant de notre démocratie. C'est-à-dire la raison pour laquelle on considère que c'est une forme de contre-pouvoir. Quand on voit aux États-Unis, quand on voit en Russie, et évidemment, en fait, dans ces pays à tendance totalitaire, que la première chose que l'on fait, c'est de discréditer les médias et les journalistes. Aujourd'hui, dans le bureau de la salle de presse de la Maison-Blanche, on ne fait pas autre chose que de saper et de discréditer finalement ces médias-là. Bon. Au final, on se retrouve dans un monde un peu qui vacille de ses fondements démocratiques, politiques d'ailleurs, avec des élus dont on peine à avoir confiance, les journalistes aussi, parce que on pense parfois qu'il y a des collusions. Et puis ensuite, je l'ai évoqué dans mon intro, cette concentration malheureusement ou heureusement, je sais pas, j'aurais plutôt tendance à dire malheureusement, cette concentration en fait des médias aux mains de quelques-uns. Mais c'est de comprendre aussi ce modèle économique des médias traditionnels et qui impose finalement cette concentration dans les mains de quelques-uns qui ont envie de soutenir la presse pour les raisons qui sont les leurs, bonnes ou mauvaises. C'est vrai qu'il faut pouvoir à la fois en discuter, l'analyser et puis voir ce qui est concrètement fait avec ces médias entre les mains. Bon, tout ça pour dire que au final, vous intervenez auprès d'un certain nombre d'acteurs que j'aimerais bien que tu définisses et que tu nous expliques aussi en fait en quoi ils diffèrent de ces médias traditionnels. On va prendre le temps parce que c'est tout le sujet en fait de notre conversation, c'est de savoir en fait en quoi ils se distinguent des sujets, de la structuration, du renforcement ou de la solidification en fait de leur base économique pour pouvoir après défendre des idées, des opinions, faire cette différence-là entre qu'est-ce que l'on défend, des idées, est-ce qu'on défend plutôt une information? Donc, quelle est la diff entre, je sais pas, je vais prendre Le Point et la déferlante qui est ou Street Press, qui sont tes clients? Déjà, je pense que, alors,
au-delà de la ligne éditoriale, mais quand je parle même de ligne éditoriale, on peut même dire d'assumer une ligne éditoriale. C'est-à-dire que Le Point... quand on est journaliste, on n'est pas centriste, quoi. Voilà, exactement. Et quand on est journaliste, on n'est pas centriste, on n'est pas objectif. C'est-à-dire que cette objectivité... alors, à la fois quand on est journaliste, mais aussi quand on est, de fait, quand on dirige un média, qu'on présente ça. Alors, Le Point, c'est quasiment un média d'opinion, en réalité. Donc, on est sur quelque chose qui, justement, même par rapport à La Déferlante, La Déferlante n'est pas un média... Ce n'est pas un média d'opinion, La Déferlante. C'est un média qui traite d'un sujet, en l'occurrence les féminismes, par le prisme de la recherche, de l'enquête, du journalisme, du reportage. Mais c'est pas un média d'opinion. C'est pas un média qui va vous donner l'avis de quelqu'un qui serait éditorialiste à La Déferlante et qui va vous dire ce qu'il ou elle pense sur tel ou tel sujet. Si je détricote encore, la différence majeure entre les médias traditionnels et les médias qu'on accompagne, c'est que les médias qu'on accompagne vont avoir tendance à assumer leurs engagements. Et leurs engagements ne veulent pas dire qu'ils vont publier un contenu journalistique militant, qui vont publier un contenu journalistique orienté ou qui pose des problèmes de déontologie, bien au contraire, parce que justement, quand on assume un positionnement de départ, on est beaucoup plus redevable de la qualité et de la déontologie de ce qu'on fournit comme journalisme et comme niveau d'information. Donc, je pense que le premier niveau éditorial, il est là, c'est-à-dire de se dire, oui, on porte des engagements, c'est-à-dire qu'on considère que, typiquement, alors si on prend l'exemple de Vert, par exemple, que l'écologie est un sujet qui doit être mis... qui ne doit pas être traité comme une rubrique. Si je prends la différence avec Le Point, peut-être que Le Point, je ne sais pas, je leur souhaite, a une rubrique écologie ou environnement. Vert, il part du principe de dire, nous, on va faire un média qui, en fait, va être un média généraliste, qui va traiter de plein de sujets, de l'économie, de la politique, de l'international, mais de le faire par le prisme de l'écologie. C'est-à-dire qu'on ne va pas avoir une rubrique écologie dans Vert, mais on va être la rubrique écologie, on va faire de l'écologie, mais on va le décliner par niveau d'actualité. Donc on assume une ligne éditoriale. On assume sa ligne éditoriale, on la porte et on la considère comme à la base des valeurs qu'on porte. C'est un premier sujet. Le deuxième sujet de différenciation, je dirais qu'il est effectivement économique et sur la question des modèles. Un média comme La Déferlante, un média comme Vert, n'a pas Pinault derrière, par exemple, si on prend l'exemple du Point. N'a pas un milliardaire, un millionnaire, quelqu'un qui peut considérer que le magazine est en capacité d'être déficitaire et donc va pouvoir injecter ou réinjecter de l'argent, parfois décider de ne plus injecter d'argent, mais du coup créer des modèles qui sont structurellement déficitaires sur plusieurs dizaines d'années avant de pouvoir envisager une rentabilité. Je crois que Le Point, ça fluctue un petit peu, mais en l'occurrence, un magazine comme La Déferlante, une revue comme La Déferlante, un média comme Vert, comme Street Press, ne peuvent pas perdre d'argent, puisqu'ils n'ont pas d'actionnaire millionnaire derrière qui va pouvoir mettre au pot. Et donc, de fait, nous, c'est plutôt sur cet axe-là, en fait, d'ailleurs, qu'on travaille davantage. C'est sur le modèle économique initial, de considérer que les modèles économiques sont plus vertueux, sont plus sains, s'ils sont basés sur les lectrices et les lecteurs de ces médias. De considérer que de ne pas proposer, comme le fait, alors je m'acharnais sur Le Point, mais je ne veux pas spécifiquement le faire, mais ne pas faire d'offre d'abonnement 1 euro pour 6 mois ou 1 euro pour 12 mois, pour faire de l'acquisition en disant qu'on va faire de la pure acquisition. Parce qu'en fait, on ne peut pas le faire. Et donc, de fait, nous, c'est vraiment sur ce volet-là qu'on accompagne davantage ces médias-là à trouver des sources de financement qui sont basées sur leurs lectrices et sur leurs lecteurs et à les explorer librement. Tu abordes un point essentiel. De toute façon, c'est tout ce sur quoi vous êtes aussi engagé. Donc, cette structuration d'un modèle économique, d'une presse qui vit des difficultés financières et économiques. Pareil, on en a parlé en off. C'est pas qu'on prépare cet épisode, cette conversation, mais c'est qu'on a eu l'occasion d'échanger. C'est de savoir distinguer, en fait, ce qui demeure de la crise économique. On parle de crise économique des milieux du média et du journalisme depuis peut-être 40 ans. Et même pendant l'âge d'or du journalisme et des médias, c'est-à-dire les années 70-80, on parlait déjà de crise économique. Alors aujourd'hui, on est vraiment en fait les deux pieds dedans. Or, on a quand même besoin en fait de régénérer cette société. Et ça passe par ce fameux journalisme indépendant. Donc, je mets déjà un petit peu les pieds dedans, mais comment fait-on, et comment Médiane, ou en tout cas ce que préconise Médiane, pour essayer d'alimenter, de structurer, de renforcer, on y est à ce titre, de renforcer le journalisme indépendant, non pas au détriment d'ailleurs des médias traditionnels, mais à la faveur d'une nouvelle économie ou d'une nouvelle façon de faire. Oui, et d'ailleurs on travaille avec certains médias dits traditionnels, c'est-à-dire qu'on ne met pas une ligne de démarcation en disant ah non, et d'ailleurs je serais bien en peine pour certains médias
de savoir si c'est des médias traditionnels ou des médias émergents et de placer une barre extrêmement... Tu penses à qui ? Extrêmement fine. Alors, typiquement, on travaille avec Le Monde en ce moment. Il y a des sujets clairs d'indépendance qui se posent là-dessus. Mais de fait, alors que ce soit avec Le Monde, avec d'autres médias avec lesquels on a travaillé, comme Libération, comme RFI, France 24, des choses comme ça, la question, c'est la méthode aussi qu'on applique, nous, quand on travaille avec ces médias-là, parce que ces médias viennent nous chercher. Pas des médias indépendants. C'est pas des médias indépendants, non. C'est pas des médias indépendants, et à plusieurs niveaux, c'est pas des médias indépendants. Mais en l'occurrence, quand ils viennent nous chercher pour renforcer l'indépendance des médias. Et c'est pour ça qu'on dit ça. C'est parce que on peut ne pas être un média indépendant, mais vouloir renforcer et vouloir être plus indépendant. Parce que c'est aussi une question de degré. Je pense que c'est pas une différence de nature entre les médias indépendants et les médias pas indépendants. C'est une différence de degré, en réalité, sur un certain nombre de sujets. Puis parfois, on est indépendant et on met tous les niveaux d'indépendance qu'il faut. Donc l'indépendance peut être économique, capitalistique, peut être éditoriale aussi, technologique même. Enfin voilà, il y a plein de niveaux d'indépendance. Puis parfois, on coche pas toutes les cases, parfois on n'en coche aucune, mais on souhaite les cocher davantage. Du coup, pour revenir sur comment... les modèles purs et parfaits, est-ce que c'est... voilà, non, exactement. Enfin, voilà, personne... Il y a des médias qui pourraient s'enorgueillir, et qui d'ailleurs s'enorgueillissent d'être des médias indépendants, qui, de fait, ne cochent peut-être aucune de ces cases, et sont peut-être, de fait, aussi moins vertueux que des médias qui sont considérés comme des médias traditionnels. Donc, je suis pas du tout là pour tirer un trait en disant... systématiquement, parce que je me réclame média indépendant, je suis plus vertueux que tous les autres médias et je produis une meilleure information de meilleure qualité. Je trouve que c'est une pente un peu glissante, en réalité, de s'engager là-dedans. C'est assez fallacieux, effectivement. Exactement. Et par contre, oui, ce qui compte sur cette notion d'indépendance ou de non-indépendance, c'est un peu comme le sujet du conflit d'intérêts. C'est le fait qu'on puisse soupçonner un manque d'indépendance chez un média. Et donc, mettre en place toutes les conditions qui permettent de ne pas soupçonner des sujets d'ingérence économique, déontologique, éditoriale, technologique, permet déjà d'aller dans cette direction-là. Du coup, pour répondre à ta question de comment est-ce qu'on fait pour très clairement travailler avec ces médias-là et renforcer l'indépendance des médias, ça passe par beaucoup d'acculturation à ces sujets d'indépendance, d'explication qu'il y a des choses qui sont vertueuses et importantes là-dedans et qui vont pouvoir renforcer des modèles économiques. C'est le nerf de la guerre, de fait. Les médias nous, on travaille avec des médias qui, pour certains, se financent à 30, 40, 50, 60, 70%, 90% de dons. Certains 98%, uniquement des dons de leurs lectrices et de leurs lecteurs. Quand on se finance avec les dons de ces lecteurs et ces lectrices, il y a nécessairement une dimension d'engagement que mettent les lecteurs et les lectrices pour défendre et pour faire en sorte que ce média continue à exister. Et nous, c'est trouver ce qui fait que vos audiences, vos publics considèrent que vous êtes nécessaire, que vous remplissez un besoin, je vais être un peu grandiloquent, mais un besoin quasi vital en réalité. J'ai besoin que ce média existe, donc je vais donner, donc je vais m'impliquer, donc je vais m'investir. Je vais continuer avec Le Point pour basculer là-dessus, mais je pense qu'il y a peu de lecteurs et lectrices du Point qui considèrent que Le Point correspond à un besoin vital. Il doit y en avoir, je dis pas le contraire. Mais ça va être davantage le cas avec les médias qu'on peut accompagner. Et donc, nous, on les accompagne à trouver ce qui forme ce besoin, à trouver l'audience, le public, le bassin d'audience dans lequel on peut identifier ces publics-là, et puis de trouver les moyens de les atteindre. Donc là, tu parles à la fois des questions de communauté et d'audience, en tout cas d'audience qui se transforme ensuite en communauté pour soutenir un modèle économique qui est basé sur le don. Oui. Donc, quelle est la différence déjà entre le don et une certaine forme d'abonnement ? Parce qu'on pourrait considérer qu'au final, c'est juste une question de sémantique. On s'abonne pour recevoir un contenu et on donne pour soutenir un média, mais dont on consomme quand même le contenu à la fin. Sauf que pour avoir des dons qui nous permettent de vivre ou qui permettent à un média de vivre, payer ses journalistes, etc., il faut avoir une communauté. On ne peut pas aujourd'hui, en fait, lancer un média sans communauté. En tout cas, d'aller collecter la générosité sans communauté. Oui. Donc, première question, différence sémantique entre le don et l'abonnement. Et d'autre part, quelle est la genèse finalement de ce type de médias reposant leur modèle économique sur le don ? Oui, complètement. Alors, sur le don, notamment la distinction majeure entre le don et l'abonnement, nous, on travaille, disons, sur 3 modèles économiques principaux. Le don, l'abonnement et l'adhésion. Donc, je vais d'abord présenter la TVA les deux partout, premiers. de toute façon. Je vais d'abord présenter les 2 premiers, puis ensuite, on pourra justement trouver un point d'équilibre avec le 3e. Ouais. Le don, le don, c'est je donne de l'argent à un média. Potentiellement, en France, mon don peut être défiscalisé parfois, donc ça peut rentrer dans les logiques aussi de réflexion sur les médias qui mettent en place ce modèle-là. Je fais un don à ce média en sachant que je fais un don non pas pour accéder à un contenu qui m'est restreint, mais pour faire en sorte que le média continue d'exister.
pour juste se dire qu'il est important que le média tel qu'il est là existe. Donc on peut dissocier le don On dissocie le don de l'accès au contenu. Ouais. Et je donne de l'argent à Reporter, par exemple, qui en France représente 98%, enfin, dont le modèle économique est basé à 98% sur le don, qu'embauche une dizaine de journalistes, voilà, qui existe depuis des années, enfin, qui est solide, hein, globalement. Ouais. Je repose uniquement sur le don, donc tout le monde a accès au contenu de Reporter, mais les gens payent quand même parce qu'ils veulent que le média existe et continue à exister. Ça, c'est la logique de don. Donc, je peux défiscaliser mon don à 66% lorsque je déclare mes impôts. Donc, voilà. Donc, il y a aussi des logiques intéressantes. Ça, c'est une aide indirecte très forte de l'État aujourd'hui. Mais qui implique que la structure supportant l'équipe éditoriale soit une asso. Non, justement. Il y a une spécificité en France sur les médias qui est que quand vous êtes un média qui est... Alors là, ça va nous emmener dans une discussion sur la reconnaissance du statut de média, justement. Mais quand le ministère de la Culture, enfin non, même pas, c'est une commission paritaire d'ailleurs, c'est la commission paritaire des publications et agences de presse justement. Ouais, la même. Non, ça me fait penser que tout à l'heure quand j'ai parlé de la CCIJP, c'est que c'était la commission de la carte d'identité de journaliste professionnel, qui est une autre. Bref, qui est une autre commission paritaire, mais bref. Comme ça, les personnes qui auront noté ça en commentaire pourront se dire que c'est bon. On verra s'ils ont écouté jusqu'au bout. Donc la CPPAP, vous faites une demande de reconnaissance et elle vous donne la reconnaissance en disant que vous êtes un titre de presse. Okay. Dès que vous avez ça, vous pouvez passer par deux associations qui s'appellent Presse et Pluralisme et J'aime l'info, qui bénéficient de décrets qui ont été publiés au début des années 2010, qui les autorisent à toucher de l'argent, à le défiscaliser et à le reverser ensuite aux médias, entreprises, sociétés commerciales qui les ont versés. Et donc, Reporter, effectivement, est une association, mais tous les autres médias qui passent par ces systèmes-là sont des entreprises et vous pouvez faire un don défiscalisé à tous les médias qui mettent en place ce type de dispositif. Sauf que pour ça, il faut avoir un numéro de reconnaissance à la CPPAP et pour ça, il faut être un média qui utilise majoritairement le mode écrit. Donc, ça exclut tout un tas de nouveaux types de médias. Mais en tout cas, c'est possible d'asseoir ça sur le modèle de don. Donc, le don, c'est ça. C'est je donne de l'argent parce que je veux que ça existe, parce que je veux soutenir, parce que je veux qu'il y ait des projets qui soient menés de tel ou tel type. Voilà. L'abonnement, c'est... Alors, en tout cas, la logique initiale de l'abonnement, c'est je veux lire cet article. Mais malheureusement, on me dit, pour lire cet article, payez 1 €. Donc, on joue sur la frustration, en réalité. Enfin, payez 1 € ou devenez abonné, en réalité. Donc, on joue sur un axe de frustration des utilisateurs, ce qui fonctionne bien sur certains médias, il n'y a pas de problème, et c'est un modèle qui fonctionne bien, qui trouve des points d'équilibre, qui d'ailleurs souvent se conjugue avec des logiques de don et de soutien. Pour te donner un exemple, Le Monde, encore, pendant longtemps, a eu sur sa page d'abonnement la phrase « Soutenez une rédaction de 500 journalistes ». C'est-à-dire, la logique qui vous pousse à l'abonnement, c'est le soutien. C'est pas l'accès au contenu. C'est pas l'accès au contenu, ouais. Mais l'abonnement, c'est quand même ça. C'est le modèle... Alors, le média indépendant en France le plus connu qui pratique l'abonnement et qui l'a pratiqué en premier et qui a créé tout un tas de zones similaires, c'est Mediapart, évidemment. Mais il y en a beaucoup d'autres qui sont dans ces logiques-là et donc qui jouent sur l'accès au contenu et aussi parfois une dimension de soutien. Et puis, il y a le troisième niveau qui est l'adhésion. Et l'adhésion, on pourrait quasiment l'intercaler entre les deux, en fait. C'est des médias qui proposent des logiques, on pourrait dire d'abonnement, mais dont l'abonnement ne donne pas accès au contenu du média, mais donne accès à d'autres éléments. Par exemple, Vert, le média sur l'écologie dont je parlais tout à l'heure, propose un club qui s'appelle le Club de Vert. Street Press, c'est le cas également. Je deviens membre de Street Press ou membre de Vert, et donc je vais avoir accès à des événements, à des invitations, à des contenus en plus du média, ce qui fait que le média reste gratuit en accès libre pour tout le monde, enfin pas gratuit en tout cas, mais en accès libre pour tout le monde. Et en plus, il y a des membres qui vont donner de l'argent ou adhérer, verser leur donation et leur adhésion mensuelle ou annuelle et accéder à ce contenu-là. Et c'est pas des modèles tout nouveaux. Le média le plus connu sur la scène mondiale qui pratique le don comme mode, et maintenant de plus en plus l'adhésion en réalité. Donc l'adhésion à l'échelle mondiale, c'est le Guardian. Au Royaume-Uni, le Guardian, c'est un média d'adhésion. C'est un média de membership en réalité. Ah ouais. Sur le site du Guardian, quand vous y allez, vous n'avez pas de paywall, vous n'avez pas besoin de payer pour débloquer l'accès à n'importe quel article qui est publié par le Guardian. En revanche, vous pouvez devenir membre, parce que quand vous êtes membre, vous n'avez pas de pub sur le site, vous pouvez accéder à l'application, vous pouvez recevoir des newsletters réservés, mais le contenu principal du média, il reste accessible pour tout le monde. Voilà, les trois enjeux. Et donc, l'enjeu pour nous avec Mediane, c'est d'arriver, quand on est mobilisé, en tout cas sur des missions de définition de modèle économique, de trouver le bon mix. Parce que c'est pas en faisant forcément que l'un ou que l'autre qu'on va réussir à établir une stratégie viable. On peut mélanger ces modèles économiques-là avec d'autres sources de revenus. C'est pas un problème. Mais ce qui rassemble nous, enfin, en tout cas, dans notre perspective initiale et dans notre réflexion initiale sur Mediane, c'est de se dire,
la publicité, c'est un marché qui s'écroule d'année en année, qui se concentre sur les GAFAM, sur tout un tas d'outils et qui du coup quitte les enjeux liés aux médias. C'est aussi ça qui va distinguer beaucoup les médias traditionnels des médias que nous on va accompagner. C'est que nous, typiquement, quand un média nous approche et nous dit je voudrais être accompagné par Mediane pour refaire mon site, pour refaire ma stratégie d'abonnement, mon modèle économique, c'est la publicité à 100%. On leur dit non, désolé, on ne pourra pas vous accompagner, on ne sera pas les mieux placés pour le faire, parce qu'on considère que les logiques pour faire de la publicité, c'est pas du tout les mêmes logiques que pour atteindre justement, comme tu disais, une communauté. Et donc la question de la communauté, elle est plus importante pour nous que la question de la monétisation par les annonceurs. Ce qui ne veut pas dire qu'on ne peut pas accompagner des médias qui ont de la pub, évidemment, mais la question, c'est le pourcentage dans le mix global du modèle économique. Ouais. Et ce qui est intéressant, c'est que tu en viens quand même à finir par parler de la fabrique du contenu et de l'information. C'est que même si les deux sont liés, mais ils peuvent quand même être pris indifféremment l'un de l'autre pour construire d'une part une stratégie éditoriale du contenu sans penser à sa structuration et à son modèle de gouvernance. Et à côté, on peut aussi repenser à son modèle de gouvernance pour, malgré tout, il faut penser les deux parallèlement. Exactement. Pour essayer d'être le plus solide possible. Exactement. Et la question de la cohérence entre le modèle économique et le modèle éditorial, elle est au centre de ce qu'on a voulu développer avec Mediane depuis le début, c'est-à-dire de faire comprendre et d'essayer d'infuser dans cet écosystème des médias qu'on ne peut pas réfléchir à la ligne éditoriale de manière décorrélée du modèle économique. Et de fait, c'est ce qu'on répète et c'est ce qu'on essaye de mettre en œuvre au quotidien. Est-ce que tu connais beaucoup de médias, parmi les principaux, qui reposent sur un format associatif, par exemple ? Il y a l'exemple de Ouest France, qui est par ailleurs le plus gros média de France, le plus grand diffuseur de presse quotidienne en France, alors, c'est un peu spécifique parce que Ouest France, en tant que tel, le média Ouest France n'est pas une association. C'est-à-dire que c'est un peu plus spécifique parce que l'Association pour la défense des principes de la démocratie humaniste, qui est le nom de l'entreprise qui possède Ouest France, c'est une association. Donc, Ouest France, on pourrait dire, et d'ailleurs ils le disent, ils le disent, Ouest France est une association, on est vertueux, etc. En réalité, ce qui se passe, c'est que Ouest France est la propriété d'une association. Donc, c'est une société commerciale qui est la propriété d'une association, qui est son actionnaire unique ou quasi unique, je ne sais pas exactement, mais qui est son actionnaire de référence largement, qui peut-être même total. Ce qui, du coup, lui permet d'avoir un certain nombre de points, et notamment dans cet enjeu de concentration des médias. Ça signifie que oui, Ouest France ne participe pas à cet enjeu de revente, rachat, parce qu'elle est propriété d'une association. Dans les faits, si jamais on tire le fil, on pourrait considérer que quand même, c'est une société qui appartient à une association, mais demain, elle pourrait ne plus appartenir à une association. Donc, il y a tout un tas de principes de gouvernance qui existent là-bas. Mais en tout cas, voilà, c'est ça qui la rend davantage... qui permet de se présenter comme étant davantage vertueuse. Moi, en réalité... Alors, je n'ai aucun problème avec Ouest France, loin de là. Je lis Ouest France, j'habite en Bretagne, pas de problème. Je pense que c'est pas le statut juridique qui fait la vertu d'un média, en réalité. Ouais. Par contre, de fait, ça peut permettre de lutter et de contribuer à combattre... À limiter les risques aussi. Les risques de concentration, d'opérations hostiles, etc. Voilà. Parce que c'est vrai que ce qui est intéressant, c'est de voir dans les principaux médias traditionnels... C'est vrai que ces derniers mois et ces dernières années, on a vu à quel point ça pouvait être un lieu de combat terrible. Lorsque Le Monde a eu ses difficultés, qu'il y a eu la reprise par Niel et consorts, il a fallu se battre pour, du coup, non pas le journalisme indépendant, mais l'indépendance des journalistes du Monde, et qui s'est transformé ensuite en une modification de la gouvernance et un renforcement du pilotage éditorial par les journalistes. Bon. Malheureusement, quand Bolloré a racheté le Journal du Dimanche et qu'il a fallu se battre pour défendre ce journal extraordinaire, ça s'est quand même finalement soldé par tous les journalistes de l'ancienne équipe, ou en tout cas une très 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 grosse partie. Ils ont tous claqué la porte. Bolloré a fait bien ce qu'il voulait. Aujourd'hui, le Journal du Dimanche existe encore, mais sert probablement d'autres intérêts. Exactement. Et on part pas, quand on parle du JDD, par exemple, on part pas d'un moment où le JDD, auparavant, était un média indépendant et d'un coup, n'en est plus un. C'était un média qui appartenait déjà à un gros groupe industriel français, qui, de fait, a changé parce que le groupe auquel il appartient a été récupéré par Bolloré. Et de fait, tous ces enjeux d'indépendance en interne n'ont pas été mis en place. Et en réalité, oui, la rédaction d'un média, elle a aujourd'hui pas son mot à dire sur
l'actionnaire de référence du média, parce que c'est une logique entrepreneuriale classique et habituelle, et que oui, c'est une entreprise comme une autre, en réalité. Alors moi, j'ai participé au débat l'année dernière, l'année d'avant, des états généraux de l'information. J'étais membre d'un groupe de travail, et il y avait la question principale qui était, est-ce qu'il faut instaurer un droit d'agrément ? C'est-à-dire, est-ce qu'il faut instaurer un droit dans les rédactions, pour les journalistes de ces rédactions, d'agréer sur la cession d'un média ou sur la nomination du directeur ou de la directrice de la société éditrice ou du directeur et de la directrice de la rédaction. En l'occurrence, le cas spécifique du droit d'agrément là était sur la direction de la rédaction des publications. Parce qu'il faut savoir qu'en France, quand on est journaliste au sein d'un média et que le média change de main, change de propriétaire, on a le droit de faire jouer une clause dans son contrat de travail, une clause de cession, pour dire « moi, je ne suis pas d'accord avec la personne qui devient le nouvel actionnaire de mon média ». Ça existe. Donc, on peut être protégé à titre individuel en tant que journaliste aujourd'hui dans la rédaction quand les médias changent de propriétaire. En revanche, quand le média change de dirigeant, c'était la question du droit d'agrément, pas nécessairement. Et du coup, le JDD, en l'occurrence, n'a pas changé d'actionnaire de référence. C'est le groupe qui est derrière qui a changé d'actionnaire de référence. Et donc, la question qui se posait, c'est si soit vous restez, soit vous partez, et vous pouvez réorganiser ça comme vous le souhaitez. Et de fait, c'est pour ça que je disais, quand il y a le soupçon possible de problème d'indépendance, c'est que là, en fait, il fallait faire confiance à Lagardère, qui était propriétaire de référence, pour se dire que l'indépendance des journalistes du JDD allait être maintenue. Et je me rappelle, le JDD, déjà avant que ce soit Bolloré, il y avait déjà un certain nombre de sujets d'indépendance, d'interrogations qui étaient faites. Et puis là, on voit que c'est de pire en pire et que ça sert des intérêts tout à fait différents aussi. Donc ouais, il y a aussi cet enjeu effectivement entre médias indépendants et médias non indépendants qu'on peut définir comme étant un média indépendant du point de vue capitalistique, un média qui n'est pas la propriété d'une personne qui tire ses revenus d'une autre source, tout simplement, en réalité. Et donc, de ce fait, il y a tout un tas de médias qui ne peuvent pas rentrer dans ces définitions et d'autres qui le peuvent. Tout ce dont on parle depuis tout à l'heure, il y a quand même un mot qui est sous-jacent et qui tend à tous les enjeux, c'est celui de pognon. Ouais. Tu l'as dit, Mediapart a été probablement un peu le rôle modèle dans la construction justement de ces nouveaux médias indépendants ou proposant un nouveau modèle économique. Et pendant très longtemps, Mediapart n'a pas été rentable. Bien sûr. Il a fallu quelques scoops, notamment un scoop, pour que les abonnements progressent et qu'au final, ils s'en sortent bien. Mais on revient à cette question de pognon. A-t-on conscience aujourd'hui que produire de l'information, ça coûte immensément cher ? Et que aujourd'hui, en France, probablement qu'on a très mal habitué le consommateur à consommer l'information parce que cette information, on l'habitue à ce qu'elle soit quasi gratuite, voire gratuite. Donc, comment prenez-vous, vous, ces informations pour traiter, au final, et accompagner vos médias ? Déjà, sur l'exemple de Mediapart, tu vois, je pense que souvent, c'est la fausse bonne idée de départ quand les médias viennent nous voir et nous disent, les futurs médias viennent nous voir et nous disent, moi, je voudrais un modèle comme Mediapart. Pourquoi ? Alors, c'est une réussite, tout le monde est très admiratif et je le suis également de la réussite de Mediapart. Mais nous, en termes de création de projets médias, c'est pas ce qu'on conseille et c'est pas ce qu'on propose aux médias qu'on accompagne, de faire comme Mediapart. Pourquoi ? Parce que Mediapart, comme tu le dis, a été déficitaire pendant longtemps et a du coup reposé sur des investissements initiaux. Des investissements initiaux de l'équipe fondatrice, de quelques investisseurs également. Et nous, les médias qu'on accompagne, souvent, ils n'ont pas ces investisseurs initiaux. Ils ont des gens qui montent des médias avec 0, 100, 1000 euros maximum, parfois un peu plus, mais globalement, on conseille de jamais aller trop haut en termes d'investissement initial, et donc de le faire purement de manière organique. Donc du coup, c'est pour ça que je disais, Mediapart, c'est un très bon exemple de modèle économique sur la partie abonnement et proposition de valeur et lien avec la communauté. C'est du rêve, mais faut connaître les coulisses, quoi. Mais en fait, au départ, Mediapart, il revendique pas autre chose. C'est juste qu'on a aujourd'hui cette perspective-là de se dire Mediapart, c'est un média qui s'est lancé comme ça. Non, c'est pas vrai. Et on a toujours la vision en fait d'un projet à 10 ans qui pop du jour au lendemain comme une réussite. Alors. Non, on parle quand même d'Edoui Plenel qui a une carrière énorme au monde avec beaucoup d'engagement là-dessus, d'autres cofondateurs qui étaient déjà bien implantés là-dedans. Beaucoup de gens qui veulent lancer des médias aujourd'hui n'ont pas ni ces bagages, ni ces moyens-là. Et donc, de fait, notre enjeu, il est de pouvoir dire, vous allez pouvoir lancer un média complètement, mais vous n'allez pas devenir Mediapart du jour au lendemain et vous n'allez pas pouvoir vous permettre de perdre de l'argent au départ. Et donc, de fait, on dit souvent que la moyenne pour un modèle d'abonnement pour arriver à la rentabilité, elle est située à 4-5 ans. Donc en fait, j'ai pas 4-5 ans devant moi pour perdre de l'argent avant d'en gagner. Donc effectivement, comme tu le disais, le nerf de la guerre, il est vraiment là. Il est sur la manière dont on peut manier les modèles économiques pour parvenir à ça.
Et donc, du coup, pour te donner un autre exemple là-dessus, un média comme La Déferlante, par exemple, dont on parlait tout à l'heure, un média comme Vert, des médias qui atteignent aujourd'hui des équipes d'une quinzaine de personnes, qui embauchent, qui se développent beaucoup. C'est des médias qui se sont lancés avec très très peu de moyens au début et qui ont tout fait de manière organique. Et comment ils ont tout fait de manière organique? Grâce à la communauté, justement. Quand ces médias arrivent en 2020 autour, il y a déjà tous les éléments numériques qui sont mis en place pour que ce soit plus facile que quand Mediapart se lance en 2007, et a fortiori quand on se lance dans les années 90, 80, 70, pour consolider et construire des communautés autour de nous et les animer. Et c'est vraiment le nerf de la guerre. Nous, on a, chez Mediane, on a cofondé un média qui s'appelle Pays, qui est un média sur les territoires. Il est là, Pays. C'est vraiment un bel objet. Hein. Merci. Hop. On a cofondé Pays, et sur le modèle de Pays, donc au début, on injecte 0 €, et on crée une communauté qui, petit à petit, en fouillant dans nos proches, dans les proches des journalistes de la rédaction initiale, tout ça, on arrive à 1200 personnes dans la newsletter. Donc, on crée une newsletter qui est envoyée tous les 15 jours, qui est une newsletter de coulisses. Et en fait, on arrive à embarquer des gens qui veulent savoir comment ça va être, qui veulent en savoir un peu plus sur les coulisses de l'aventure éditoriale. Public, Exactement. Et en fait, ce modèle-là du building public pour les médias qu'on accompagne, il est extrêmement porteur parce que le jour où on lance la campagne de prévente pour lancer le premier numéro, tout le monde veut avoir le premier numéro de la revue. Et c'est la même chose qui se passe sur un certain nombre de médias qu'on accompagne et qui ont ces logiques de crowdfunding aussi. Et nous, on est content de l'avoir bêta-testé ou de l'avoir testé avec Pays au début parce qu'on peut maintenant le mettre en place et accompagner des médias à le mettre en place de leur côté. Et donc, cette question de la communauté initiale, elle est très, très importante. Aujourd'hui, c'est beaucoup plus facile, malgré la crise, malgré tout. C'est beaucoup plus facile d'aller identifier des communautés intéressées par ce qu'on fait, même si au final, il y aura que 1000 ou 2000 personnes qui vont vous lire. En réalité, on peut les trouver beaucoup plus facilement. Alors, hyper facilement, je ne dirais pas jusque-là, mais on peut les trouver plus facilement que ce qu'on faisait auparavant. J'ai plein de choses à te raconter, un peu perso. T'es prêt? Je suis tout à fait prêt. Moi, j'ai toujours été attiré par la littérature. Vraiment, du plus loin que je me souvienne, c'est vrai que la littérature, c'était vraiment ce qui me motivait. Et j'ai voulu arrêter mes études pour me lancer dans l'édition. C'est à cette occasion, d'ailleurs, en fait, mes études, que j'ai bossé avec Animafac, on a fait quelques petits papiers. Et puis, au final, non. Donc, j'ai bossé dans les relations internationales et un jour, je me suis retrouvé à Rome, après une conférence à la FAO. J'étais à l'aéroport et je prends un magazine du Time, une édition spéciale, sur un des Kennedy. Et je me dis, mais ce numéro est magnifique, il est extrêmement bien ficelé, il est génial. Il faut absolument, en fait, que je me lance, en fait. Et donc, c'était dans les années 2009, 2010, 2011. Et là, je me suis lancé dans la création d'un média et d'un magazine dédié au journalisme de récit et du photojournalisme. Enfin, tu prends journalisme de récit et photojournalisme en France, t'as même pas commencé que tu mets la clé sous la porte, en réalité. Et donc, on était une quinzaine de personnes, toutes plus formidables les unes que les autres. Je pense à Marion Poussier, il y avait Lucie Geffroy, il y avait Pierre-Olivier Bérère, enfin, des personnes vraiment, Claudine Doury, bref. C'était un trimestriel qui coûtait, au bas mot, 250 000 € le numéro. 250 000 € le numéro. Donc, pour te lancer, il faut évidemment au moins avoir 2 ou 3 numéros. Donc, ça te fait un projet entre 750 000 € et 1 million d'euros. Ouais. Donc, quand tu veux te lancer dans une aventure telle que celle-ci, il te faut un pognon de dingue. Et c'est à cette époque-là, les réseaux sociaux, les communautés n'étaient pas du tout, en fait, ce qu'elles étaient aujourd'hui. Il s'avère qu'il y avait des discussions avec Spire Communication, avec la Banque Palatine, avec l'ancien propriétaire des Inrocks, et la levée de fonds n'a pas été jusqu'au bout. Pourquoi elle n'a pas été jusqu'au bout? Mais parce que les médias, aujourd'hui, peut-être que plus hier qu'aujourd'hui, je ne sais pas, toi de me dire, font peur. Et si tu n'as pas, en réalité, une personne qui connaît les médias, qui a été éprouvé ce secteur d'activité, eh bien, tu vas pas avoir un business angel ou un fonds d'investissement, un capital risqueur qui va venir t'accompagner et te dire « Ok, vas-y, tiens, je te donne en fait ce pognon-là ». À cette époque, c'était le boom de 21. C'est vrai que quand on parlait de moi et de Propos Magazine, on disait « Ah bah tiens, c'est un duplicata ou quelque chose qui ressemble, c'est le photojournalisme du 21 ». Quelques temps plus tard, 6 mois est paru. Sauf qu'aujourd'hui, 21 n'existe plus. 6 mois non plus, il me semble. Il y a eu des difficultés financières assez importantes. Ils ont fait des choix éditoriaux et économiques avec leur maison d'édition. Et en même temps, c'est Uzbek Erika qui est né. Ils étaient un chouille en avance.
Jérôme Ruskin et Blaise Mao et le rédacteur chef de l'époque, dont je me souviens plus le nom, je suis désolé, avait lancé en fait cet ovni éditorial qui était génial. Sauf qu'aujourd'hui, Uzbek Erika, en fait, ça appartient à CMI. Il me semble CMI et le milliardaire tchèque. Oui, t'as raison. Donc, en fait, là, deux exemples de un média, en fait, qui, à la fin, met la clé sous la porte et un autre média qui est racheté par un grand groupe sous les mains d'un milliardaire. 21 qui a été racheté aussi, finalement. Et aujourd'hui, ils ont été rachetés par le groupe Indigo, qui publie la lettre, pas mal de médias pro. Oui, effectivement. d'accord, Ils tentent une sortie en kiosque, là. Ok. Tout ça, mais voilà. D'accord, avec Saint-Exupéry et les gens de cette équipe ou non, pas du tout. Tout à fait, les nouvelles équipes. C'est un nouveau projet, finalement. Mais oui, tout à fait. Ok. Pourquoi, comment, quelles sont les conditions dans lesquelles on peut justement peut-être reprendre ce genre de choses pour ensuite les rendre possibles en 2025, quoi. Ouais, c'est passionnant. Évidemment, en fait, on s'adresse à Médiane d'abord. Alors, la première étape, non, pas du tout. Heureusement, non, je dirais. Ouais. Souvent, même parfois, nous, on arrive qu'après, on arrive au moment où les médias sont déjà lancés et où il faut mener à bien un certain nombre de choses. Un des premiers conseils qu'on donne aux médias qu'on accompagne qui sont en phase de lancement, c'est ne dépensez pas d'argent. Ou en tout cas, ne dépensez pas trop d'argent. Concentrez-vous sur la construction de votre projet avec un minimum viable extrêmement bas. C'est-à-dire construisez un produit minimum viable initial qui vous coûte le moins cher possible de la manière la plus roots possible et qui vous permet déjà d'éprouver, de tester et de faire ça avec justement la communauté que vous aurez pu construire au fur et à mesure. Parce que j'ai été très con. Alors là, on pourrait aller dans ton sens, c'est que moi, je me suis dit, je vais mettre un peu de pognon que j'ai, voire plus. On va faire un numéro 0. On va le mettre en kiosque. Évidemment, entre-temps, j'aurais trouvé mes fonds. Ok. Il fallait un numéro 0 pour aller... Mais à cette époque-là, quand on va faire des reportages, et c'est ça le coût de l'information. Si on va, je sais pas, en fait, en Israël, à New York, en province, il faut payer ses journalistes, il faut payer les billets d'avion, il faut payer leurs papiers, il faut payer les photojournalistes aussi, il faut payer les maquettistes, il faut payer tout le monde. Donc, il y a un moment, le bénévolat, il est sympa, mais il a quand même relativement ses limites. Ouais. Et si on a envie d'avoir un modèle éthique, il faut pouvoir... au final, ça s'est craché. Ouais. Et parce que il faut probablement adopter des techniques un peu plus résilientes. Alors, aujourd'hui, il y a encore des médias qui se lancent et qui se crachent. Et je dirais pas que les médias qui se crachent ou alors qui ont des échecs et qui finalement finissent par fermer avaient tout mal fait et qu'il faut rien en tirer. Enfin, c'est globalement, ce serait se remettre... alors, je vais pas refaire un discours cadré sur l'échec, à quel point c'est important, etc. Mais de fait, voilà, je pourrais prolonger ça en disant... Ça continue, et pour un média, et pour 3 médias qui se lancent, combien vont perdurer et combien vont exister? Et est-ce que d'ailleurs c'est souhaitable qu'il y ait autant de médias qui se développent? C'est aussi une question importante à traiter. Mais voilà, si on revient sur ce cas précis, je pense qu'il y a 2 choses. Aujourd'hui, peut-être qu'effectivement, c'est plus facile, non pas de lancer un média en tant que tel, mais c'est plus facile de lancer un média avec des petites échelles, des très petites échelles pour viser des petites communautés qui du coup impliquent moins de coûts de production, de développement et de produits, et qui permettent aussi de tester un projet média avec moins de moyens à mettre. Si je prends l'exemple de la Déferlante, alors je peux prendre plein d'autres exemples, mais en l'occurrence, je pense que là, je me suis concentré là-dessus. Quand elle se lance, au tout début... T'as un point focus. Hein. Elle se lance au début sur une newsletter. La newsletter, elle est animée par l'équipe fondatrice. Elle la publie toutes les 2 semaines et pendant 1 an quasiment, avant leur campagne de financement participatif, elle publie une newsletter qui publie déjà en fait la quintessence de ce que ça va être derrière. Mais elle teste le modèle, elle teste la communauté, elles atteignent plusieurs dizaines de milliers de personnes à la fin de l'année en cours. Et là, elles lancent leur campagne de financement participatif. Et là, elles font 9000 participations à leur campagne de financement participatif. Je crois que ça représente autour de 400 000 euros. Enfin, c'est globalement ce qui leur permet d'exister et de lancer leur premier numéro. Du coup, cet enjeu de communauté, de monétisation de la communauté dès le départ, je pense qu'il est essentiel. Et là où moi, j'ai des doutes, et quand les médias viennent nous voir en nous disant « moi, j'ai beaucoup d'argent » ou « moi, j'ai un héritage qui m'est arrivé et j'aimerais bien investir tout dans mon lancement de projet média parce qu'il faut inonder le marché », en fait, je pense qu'aujourd'hui, on ne peut pas avoir une politique de dire « j'offre un maximum et je suis disponible partout et les gens vont venir parce que j'existe ». Il y a quelques modèles de médias qui se sont lancés il y a quelques années encore sur ces éléments-là. L'exemple de Bastille Magazine, par exemple, qui est un média qui a été lancé par quelqu'un qui a de l'argent, qui s'est dit moi, je veux être en kiosque.
Donc, peu importe ce que ça coûte, je mets les moyens et ça existera. Ok. Mais nous, c'est pas, globalement, c'est pas la méthode la plus simple ni la plus. Alors, si, c'est peut-être la méthode la plus simple pour lancer un média. Ouais. C'est moins la méthode la plus simple pour faire exister économiquement et Ouais. pour faire vivre et rendre bénéficiaire ou en tout cas mettre à l'équilibre un média. Je dirais qu'il y a 2 sujets. Il y a la question du format. Pour moi, effectivement, aujourd'hui, en 2025, c'est plus compliqué de lancer un média en disant c'est un média qui fera un format spécifique de journalisme. Un média qui fait du photojournalisme, un média qui fait du journalisme long, du récit, aura peut-être moins de chances de fonctionner qu'un média qui va se positionner sur un enjeu ou sur une communauté précise en disant moi, je suis un média qui porte sur les enjeux d'écologie, de féminisme, de justice sociale et qui va pouvoir trouver des communautés déjà engagées dans ces poches-là. Alors qu'en fait, la communauté des gens engagés pour le journalisme long, de fait, soit c'est des journalistes, soit c'est des gens qui sont dedans et les journalistes sont jamais forcément les meilleurs payeurs et les meilleurs clients pour les médias. Nous, on s'est posé la question sur Pays, si on prend une allégorie. Pays, c'est un magazine, une revue sur les territoires. Chaque numéro, on étudie, on analyse, on fait des portages, des enquêtes, des portraits sur un territoire spécifique en France, avec des portraits, des enquêtes, des reportages, avec l'idée d'être vraiment un guide journalistique de chacun de ces territoires. Nos fans, les gens qui nous suivent, il n'y a pas de fans en France de territoire. Il y en a, quelques géographes, quelques sociologues, on les a d'ailleurs, on les connaît, mais c'est pas avec eux qu'on va construire chacun le modèle économique de la revue. Ouais. On construit le modèle économique de la revue parce que à chaque numéro, on s'intéresse à un territoire spécifique et que dans chacun de ces territoires, il y a des gens qui sont intéressés par le fait qu'on parle de leur territoire d'une autre manière et qu'on parle de sujets engagés sur leur territoire. Et du coup, les gens qui suivent Pays, c'est pas des gens qui vont nécessairement suivre tous les numéros les uns après les autres. C'est des gens qui vont suivre le Cotentin, Saint-Malo, le Vercors, Belleville, et qui petit à petit vont peut-être se prendre au jeu en se disant tiens, qu'est-ce qui se passe après, qu'on implique, on les fait voter pour le numéro suivant à chaque fois, et qui finalement, comme cela, rentrent dans la communauté globale de Pays. Donc voilà, peut-être qu'il y a une des clés de compréhension qui aujourd'hui qui s'est faite où effectivement il y a eu 21 qui a été le pionnier en France du journalisme long, du journalisme de récit, du MOOC. D'ailleurs, le mot MOOC a été inventé à ce moment-là. Aujourd'hui, je pense qu'on peut moins se définir comme étant un MOOC ou comme étant un média de journalisme long que de se définir par le sujet qu'on met à l'agenda ou les engagements qu'on prend face aux gens qui nous suivent, quoi. C'est intéressant ce que tu dis. Ça veut dire que d'une certaine manière, on a déjà intégré le fait qu'il fallait ralentir pour créer et rendre un média viable. Oui, ralentir ou en tout cas bien réfléchir aux produits, tout simplement aux produits qu'on va livrer aux gens. Ouais. Je parlais tout à l'heure de Vert, Reporter, Street Press, des médias qui publient des contenus tous les jours. Des médias qui publient des articles tous les jours, mais peut-être ils vont pas en publier 50, ils vont en publier quelques-uns, entre 3, 5, 6, 8 papier, donc c'est pas des médias de temps long en réalité, mais par contre le produit qu'ils forment et qu'ils présentent, ils le présentent parce qu'ils ont testé le sujet auprès de leur communauté, parce qu'ils ont essayé, réessayé, ils se sont trompés, ils ont recommencé. Mais effectivement, la question du produit, elle est beaucoup plus importante aujourd'hui et c'est tant mieux que ce qu'elle pouvait être il y a quelques années. Ouais, et c'est probablement là aussi on retrouve le distinguo avec les médias traditionnels, parce qu'il y a toujours en fait cette course au scoop. On le sait tous, les journalistes, lorsqu'ils reçoivent des communiqués de presse, ils croulent sous les demandes. Ils n'ont pas le temps. On dispose tous de 24 heures. Et si on a envie aussi de faire vivre un média, ou en tout cas d'essayer de le rendre populaire, on a tous envie d'avoir ce super papier, ce scoop, on feuilletonne un certain nombre de sujets. Et ce sont des pratiques qui, vraiment, en fait, distinguent deux types, je vais mettre des grosses guillemets, mais communauté journalistique, où on adopte le métier de manière différente et aussi cette temporalité où on va consommer ces informations un petit peu différentes. Complètement. Et d'ailleurs... Parce que sinon, on va à l'épuisement pour les journalistes, les rédactions. Exactement. Et pourquoi ces médias traditionnels que tu présentes là font ça, en réalité? Pourquoi est-ce qu'on est dans cette course? Pourquoi est-ce qu'il faut publier beaucoup, massifier ça? Parce qu'on n'est pas indépendant d'un point de vue notamment technologique aujourd'hui. C'est-à-dire que notre modèle économique va reposer sur le fait qu'il faut que mon site soit extrêmement bien positionné dans Google News ou dans Google Discover parce que ça me génère du trafic. À quoi me sert du trafic? À quoi sert du trafic en réalité? Nous, il y a certains médias indépendants qui arrivent nous voir, nous disent moi, mon rêve, c'est d'avoir 100 000 visiteurs uniques sur mon site par mois. Pourquoi? Parce qu'à quoi ça va vous servir réellement? Pourquoi vous avez besoin de ça? Et souvent, la discussion, du coup, part sur d'autres indicateurs parce que ça va être plus opérant. Voilà. Mais en fait, la question de la raison pour laquelle ces médias traditionnels sont obligés à rester dans cette course-là, à la publication de toujours plus d'informations, d'informations, de toujours plus de contenu et de cette récurrence, parce qu'ils doivent publier pour rentrer dans l'algorithme,
pour attirer du trafic, qui va générer du trafic sur des publicités, qui va générer des revenus publicitaires, tout simplement. Et en réalité, ces médias ne rendent plus service en faisant ça à leur audience, à leur public, à leur communauté, si on peut appeler ça. Est-ce qu'ils en ont une? Ils rendent service à leur cible principale. Leur cible principale, en fait, ce sont les annonceurs. Ouais. Ce sont ces marques-là. Et donc, on peut être attaché à certains de ces sites parce qu'on trouve qu'il y a des éditos, il y a certains contenus qui vont bien, mais on va sur des sites parfois et il y a 60-70% du contenu qui, en fait, est republié de l'AFP, qui a été fait aujourd'hui par des personnes qui sont soit derrière des bureaux toute la journée et qui, on dit, bâtonnent des dépêches, donc reproduisent des dépêches de l'agence France Presse ou d'autres agences. Et c'est par ailleurs, quand on dit que le journalisme est en danger en raison des outils d'intelligence artificielle générative, c'est ces métiers-là qui sont de fait les plus exposés. Clairement. C'est pas la journaliste qui va... Pas le grand reporter. Alors, évidemment le grand reporter, mais déjà la personne qui en fait produit l'information de base. Le ou la journaliste de l'AFP qui envoie la dépêche aux autres médias, cette personne-là n'est pas menacée. C'est toutes les personnes qui vont reprendre pour republier, pour paraphraser ce qui a été fait initialement. Donc effectivement, je pense qu'on peut distinguer au sein même de la pratique journalistique aussi deux enjeux. Je dis pas que, enfin moi premier, je consomme évidemment des actus qui viennent de sources de l'AFP, tout ça, et c'est important que ça existe. Mais par contre, est-ce que c'est avec ça qu'on peut monétiser un projet de média et générer de l'engagement, générer de l'adhésion, du don, de l'abonnement? La réponse, je pense, est non. Et tu le demandais, enfin, c'est la question que tu posais aussi au début il y a peu de gens qui, en fait, aujourd'hui en France, payent pour de l'information en ligne. Alors, le dernier rapport du Reuters Institute, c'est 11% des Français qui payent pour accéder à l'information en ligne. C'est-à-dire qu'on évacue 89% de la population qui, en fait, doit et ne s'informe aujourd'hui que de manière payante. C'est des chiffres qui restent stables en réalité, qui évoluent un petit peu positivement, mais qui restent globalement stables. Comment est-ce qu'on fait pour que les médias parviennent à faire comprendre que l'information a un coût et une valeur, sans nécessairement être tous payants, parce qu'il y a des modèles de médias qui ne peuvent et qui ne veulent pas être distribués de manière payante. Street Press, par exemple, considère, à juste titre à mon sens, que rendre son information payante, c'est se couper de la cible qu'elle vise au départ. Et parce qu'il y a des enjeux d'accessibilité, parce qu'il y a des gens qui doivent choisir entre acheter à manger ou payer pour un média, et que le choix est évidemment le même pour tout le monde, on le comprend. Et donc du coup, il faut trouver d'autres sources de financement et faire comprendre aux gens qui ont la capacité de nous donner de l'argent, de devenir membre de notre média, qu'on permet à des gens d'accéder à l'information par ce biais-là. Alors c'est là où on voit que il y a une posture politique pour certaines rédactions, presque militantes ou activistes. Est-ce que c'est une mauvaise chose ? Est-ce que c'est une bonne chose? Est-ce que ces rédactions l'assument pleinement? Ou est-ce que certains médias, certaines rédactions, soit n'en ont pas conscience ou ne veulent pas en fait adopter cette posture? Quand TF1 invite ou n'invite pas une personnalité politique dans ses journaux, ou traite ou ne traite pas un sujet, on est peu à dire et à considérer que c'est un choix politique, que c'est un engagement ou un désengagement qui a été pris sur un sujet. On considère, certaines personnes évidemment peuvent considérer que c'est un choix journalistique qui a été fait, ça a été fait en toute bonne foi, en toute objectivité, en toute déontologie journalistique, ce qui est vrai. Quand un média vient exposer les raisons qui font qu'il ou elle traite ce sujet, qu'il traite ce sujet en l'occurrence, on peut venir effectivement le considérer que c'est un média militant, activiste, partisan, politisé, etc. En fait, la différence entre les deux projets de médias, c'est qu'il y en a un qui a assumé ce qu'était sa ligne et ce qu'était son engagement. On y revient. On y revient. Et l'autre qui ne le fait pas et qui considère ou qui se considère ou qui veut qu'on le considère comme étant représentatif de la norme et de l'habitude générale. Du coup, moi, je suis mal à l'aise avec l'expression militant, activiste pour les médias, parce que je considère qu'en fait, la fonction qui est la même, la fonction de fond qui est la même, elle est, pour les journalistes qui sont à l'intérieur de ce média, de produire de l'information selon les mêmes règles déontologiques, selon les mêmes méthodes, qui consistent à aller voir ce qui se passe, interroger des gens, faire jouer le contradictoire. Et on attend beaucoup plus un Mediapart sur du contradictoire, sur les enquêtes qu'ils sortent, qu'on attend des médias qui peuvent paraître plus neutres, parfois. Alors, tu vois, c'est marrant parce que tu illustres un petit peu cette pensée. Là, par exemple, la question, elle n'était pas tant de dire est-ce qu'il faut assumer d'être un média progressiste ou un média de gauche et d'exclure tout ce qui pourrait être à la périphérie, mais plutôt de se dire que justement, en fait, ce travail de fond qui consiste à produire une information de qualité et d'y mettre tout ce que ça implique en termes d'éthique, etc., et relève du mouvement politique. Parce que qui d'autre pourrait faire ce travail? Et encore une fois, face à une forme de délitement de nos démocraties, où on parle à la fois de collusion entre les médias et les politiques, à partir de quand on a
finalement, dans cette ligne de crête, moi, je les appelle certaines formes de résistance. Tu vois. Ouais. Et quand on doit défendre des idées, je sais pas, on parle encore une fois, par exemple, ici de la déferlante. Et quand on doit défendre des idées selon lesquelles on peut produire une information de qualité nécessaire au débat démocratique et à la valorisation, à la visibilisation même d'un certain nombre de communautés, par exemple LGBT, queer et compagnie, c'est pas tant pour défendre en fait des communautés, mais d'informer en fait sur la manière dont elles-mêmes, j'ai un peu l'impression d'être sectaire quand je dis tout ça, mais en tout cas, elles-mêmes, d'une part, ces communautés s'informent et d'autre part, en fait, existent dans la communauté, dans la société. Oui. Je prends d'autres exemples. Là, on parle en fait de médias qu'on pourrait classer à gauche, même si je pense en fait qu'il y a qu'un seul et même spectre qui est censé nous produire encore une fois de l'information vérifiée. Donc, on est dans ces problématiques de fake news, on est toujours dans ces problématiques en fait d'opinion versus information. Quel est le travail vraiment que les rédactions fournissent quand on est, par exemple, un média de gauche et un média de droite, dit de gauche ou dit de droite? Est-ce que ça a du sens de dire cela? Est-ce que ça a du sens de penser que, par exemple, quand on est frontière, on défend des opinions? On l'a évoqué, par exemple, aussi avec Le Point, et je dirais pas en fait que Le Point, c'est frontière. Mais quelle est la différence dans le traitement de l'information entre un média, entre frontières? Est-ce qu'il est indépendant ou pas? Je sais pas. Et la déferlante. Et qui est quand même à deux bouts de l'échiquier politique. Donc, est-ce que, au final, vous avez conscience que Médiane agit aussi sur cette grande infrastructure de la démocratie en conseillant sur la manière, encore une fois, dont on produit les conditions de la fabrique de ces informations? Exactement. Et c'est très intéressant puisque je pense qu'on peut considérer, si on devait réfléchir à une double matrice de positionnement de ces médias-là, il y a les médias qui produisent de l'information, les médias qui n'en produisent pas. Ça, c'est un premier axe de la matrice qu'on peut avoir. Et puis, un autre axe est, d'un point de vue politique, quel est l'engagement de cette rédaction? Et je peux classer un média de droite comme produisant de l'information journalistique, voilà, déontologique, sourcée, vérifiée, refaite, ou un média de gauche comme ne le faisant pas, comme ne le produisant pas. J'ai pas de difficulté à dire ça. En revanche, on peut pas faire passer l'un pour l'autre et considérer que la lecture est uniquement binaire entre le bon média qui est un média de gauche et le mauvais média qui est un média de droite, évidemment. Ouais. Donc voilà. Mais par ailleurs, il y a un discours qui effectivement est, je pense, peut desservir en partie la cause des médias indépendants, qui est cet enjeu qui serait de considérer à dire que seuls des médias engagés sur des sujets de gauche peuvent être des médias indépendants. De fait, nous, chez Médiane, on accompagne effectivement, et moi, je tiens beaucoup, en réalité, au clivage droite-gauche. C'est-à-dire que je pense qu'il a un enjeu, je pense qu'il a une histoire. C'est pas en 10 ans qu'on va considérer qu'en fait, il faut qu'il n'existe plus. Donc moi, j'assume de dire que chez Médiane, oui, on accompagne des médias plutôt classés à gauche. J'ai pas de difficulté à dire ça, et qu'on accompagne surtout les médias avec lesquels on a envie de travailler. Et quand on a créé Médiane, c'est pour faire avancer la société dans une direction qui est une direction de progrès, qui est une direction de justice sociale, de féminisme, d'écologie, de place de la ruralité et de l'Europe. Il n'y a pas besoin de faire 35 explications pour considérer que oui, on accompagne plutôt des médias qui se classent à gauche. Une fois que c'est dit, je pense que oui, je pense que sur la production de l'information en tant que telle par ces médias, il y a des choses qui peuvent être, qui peuvent être faites de la même manière si on considère qu'elles produisent du journalisme de qualité d'un côté ou comme de l'autre. Tu l'as évoqué tout à l'heure. On parle des plateformes, on parle de la publicité. L'indépendance des médias est difficile parce que, d'une part, il y a celle de l'actionnariat. D'autre part, il y a celle de la source de revenus. Il y a évidemment celui des annonceurs. Et enfin, je sais même pas en fait si c'est enfin, il y a celui des plateformes et des algorithmes. Bon, certains jouent sur la massification des contenus et d'autres jouent plutôt en fait sur la qualité des contenus. Sauf que si on parle des plateformes, qui est aussi un enjeu démocratique énorme, au final, pour constituer ces communautés, on y passe. Et les algorithmes changent et ils sont extrêmement opaques et on ne sait pas si le lendemain, finalement, les règles seront identiques
Et donc, on sera aussi un peu plus fragile pour continuer à faire vivre nos médias, parce qu'il faut bien avoir à la fois ces territoires d'expression, qui est le média sur lequel on est écouté et où on diffuse ces informations, et puis celui où on va quand même essayer aussi de séduire de nouveaux auditeurs ou auditrices. Je pense que même parmi nos idées progressistes, le progrès, c'est aussi celui de se développer de manière équilibrée et juste. Malgré tout, comment un média n'ayant pas les mêmes moyens en fait que des grands est en capacité de s'adapter à ces sables un peu mouvants et hautement stratégiques quand même pour leur développement? Je pense que cette question de taille, en réalité, de ces différents projets, on voit sortir des vents contraires, des vagues dans lesquelles certains médias traditionnels vont mal, licencient, etc. On voit sortir à chaque fois de nouveaux projets, plus petits, du coup peut-être plus agiles aussi, et donc plus en capacité de s'inscrire au moment où ils se lancent dans ces sables mouvants, effectivement. Et donc, de fait, je pense qu'il y a une question initiale d'échelle, il y a une question de correspondance avec une communauté. Un des exemples qui me marque beaucoup, c'est de se dire, quand je fais une promesse à ma communauté et à mon audience, il faut que le produit que je leur délivre en face corresponde à la promesse que je leur ai faite initialement. Et donc, quand on est en adéquation avec sa communauté, qu'on a réussi à la trouver, à la fidéliser, à la convertir sur des enjeux de monétisation, je pense qu'on est beaucoup plus fort, même si on est beaucoup plus petit. En réalité, on est beaucoup plus fort que nombre de médias qui aujourd'hui, sont au cœur de ces vents contraires parce que sont financés par des milliardaires, parce que dedans, la vente au numéro, la vente en kiosque, la vente par abonnement parfois va représenter 10-12% de leur modèle économique, mais du coup tout le reste ne repose pas sur la substantifique moelle de ce qu'ils font. Et donc quand on connecte et quand on rapproche contenu, communauté, produit, je pense qu'on est plus fort. Je pense qu'on est plus fort que tous les autres médias, même si on a un chiffre d'affaires qui est bien moindre et qu'on a aussi une audience bien moindre. C'est pour ça que je pense pas ça ne suffirait pas d'avoir que des petits médias. Il faut que dans l'écosystème dans lequel on est, il y ait des gros acteurs qui soutiennent les plus petits, que les médias puissent se faire, qu'on puisse avoir de la lecture de compléments, qu'il puisse y avoir des médias qui servent en source d'information principale, d'autres en source d'information secondaire, d'autres qui vont venir parler à des enjeux de communauté. Mais on a souvent l'impression que parce qu'on crée des médias de niche, des médias sur des communautés plus spécifiques, en fait, et pour revenir sur l'enjeu démocratique ou l'enjeu de société, qu'on polarise ou qu'on archipélise, justement, parfois la société dans des petits éléments. Mais en fait, non. Pourquoi on fait ça? Parce qu'on pense qu'il y a un enjeu pour ces différentes communautés à se retrouver représentées et informées, en réalité, sur ce qui se passe dans la société. Et on peut le faire de manière, je pense, aujourd'hui, en 2025, beaucoup plus précise que ce qu'on le faisait il y a 15, 20 ou 30 ans. La particularité, c'est que Mediane s'applique aussi un petit peu les conseils qu'il prodigue. C'est-à-dire que, par exemple, vous avez une organisation bicéphale. Ouais, effectivement. On est à la fois une association à but non lucratif sur la partie média. Donc le site mediane.org, les newsletters, une newsletter de veille, une newsletter qui s'appelle les 10 liens, qui, comme son nom l'indique, vous envoie toutes les 2 semaines 10 liens d'informations à avoir lues dans l'écosystème, et puis une newsletter de coulisses sur le projet dans son ensemble. Le podcast, les événements, les interventions qu'on peut faire dans des écoles de journalisme. Tout ça, c'est édité par une association à but non lucratif, pour des raisons qui, au départ, touchent à 2 points, que sont, quand on crée Mediane avec Marine en 2020, et Christine nous rejoint quelques temps après, quand on crée Mediane, on ne sait pas si ça va durer 6 mois, 1 an ou 5 ans. Et on se dit, on veut qu'il reste au moins l'association, parce que plus tard, quand on aura repris un job ailleurs, on gardera l'association à côté, et puis on continuera à produire du contenu qui permet de faire exister de nouveaux récits et de nouveaux médias dans la société. Et puis aussi pour un enjeu d'indépendance entre les 2 structures, parce que nos journalistes aujourd'hui sont salariés d'une entreprise de presse, ont la carte de presse, sont journalistes pleinement et ne collaborent pas avec les missions qu'on peut mener côté studio. Et côté studio, donc la partie réseau et la partie accompagnement des médias qu'on peut avoir, puis la partie formation également, puisqu'on fait aussi de la formation professionnelle et puis des programmes d'accompagnement collectif. Cette partie-là, elle est portée par une société, par une SAS, avec une société commerciale qui, du coup, est en capacité de produire des missions commerciales, et on cache pas du tout la réalité de la situation. Et les 2 projets sont, ce n'est qu'un seul projet, mais qui est porté par 2 structures. Avec cette ambition aussi de le faire de manière agile, de faire des ponts entre les 2, de respecter les conditions qui font qu'il y a bien 2 structures. Et donc, nos journalistes ne font pas de mission pour nos clients, ne rédigent pas d'articles pour nos clients ou sur nos clients pour dire à quel point c'est bien, ce qui parfois nous a causé certains sujets
on parle de quelqu'un, mais en fait, le client n'est pas content. En fait, c'est l'indépendance qu'on essaie de s'appliquer aussi à nous-mêmes, en menant à bien une structure qui est un média, un studio et un réseau. C'est hyper intéressant parce que, et probablement qu'on aura l'occasion d'échanger sur ces sujets précisément, parce que Précis, c'est quoi ? C'est une agence éditoriale et d'influence, et effectivement, le gagne-pain, c'est d'accompagner des clients dans leur prise de parole. Donc, qu'est-ce qu'on fait ? On les écoute, quelles sont leurs idées, on les aide à les formaliser, comment on va exprimer ces idées. Donc, effectivement, on va écrire pour eux, et puis on va donc exprimer leurs idées et leurs messages. Et puis après, il y a un moment, une fois qu'on les a formalisés, quand on les a exprimés, il y a un moment, il faut les diffuser. Après, ce sont les compagnies d'affaires publiques, relations de presse, etc. Et ça, c'est une partie un peu boutique éditoriale, agence. Et au sein de cette structure, par simplification, il y a cette partie, c'est vrai que moi, je ne la qualifie pas encore, je n'ai pas envie de le faire, de média. Malgré tout, Nouveau Récit c'en est un. Et il y a un autre projet qui s'appelle Orature, qui est un projet très important pour moi, et qui en est un aussi. Et lorsque je discutais avec Ariane Vitou, bonjour, si tu nous écoutes, eh bien, il s'avère qu'on a discuté justement en fait de la manière dont on devait véritablement porter ces projets. Et est-ce que il ne faut pas les dissocier ? Est-ce qu'il ne faut pas dissocier en fait la partie média de la partie agence ? Est-ce qu'il faut plutôt essayer de penser aussi la gouvernance de ces projets qui sont menés dans le cadre du studio et leur donner, à travers d'ailleurs ces enjeux de communauté, et de lui donner en fait une existence à part entière. Donc c'est vrai que finalement, Médiane propose quelque chose d'assez similaire à cela, et vous avez défraîchi ce terrain-là. Probablement qu'il y a aussi d'autres modèles et d'autres choses qui se font par ailleurs ou qui se sont faits précédemment. Mais tu évoques le fait que probablement les choses peuvent avoir une fin. Médiane peut avoir une fin. Je sais que j'ai déjà entendu Chemin d'ailleurs, en fait, qui est le podcast de Médiane, dans son dernier épisode, et dans d'autres, évoque en fait ces fins-là. Est-ce que ce sont des choses que vous imaginez avec Médiane, ou est-ce que vous dites en fait le terrain de jeu déjà que l'on explore en France, c'est autrement plus impérieux aussi dans un certain nombre d'autres pays en Europe et dans le monde, et qu'au final, ça n'est qu'une première étape pour aller essayer de dupliquer un modèle, une façon de faire adaptée à la problématique de ces autres pays en tension. Ouais. Démocratique et journalistique. Alors, je pense qu'il y a 2 points. Déjà, sur la partie de la structuration de Médiane, en fait, je ne pense pas que ce soit, comme je disais tout à l'heure, plus vertueux en soi d'avoir cette séparation entre association et SAS. Ouais. Mais de notre côté, on l'a fait parce que au début, il y avait vraiment un enjeu de démarrage et de doute sur la suite. Je pense qu'on peut avoir un média qui garde son indépendance éditoriale en étant intégré à une société commerciale. C'est pas pour autant que ça devient tout de suite quelque chose qui ne devrait pas exister. Par contre, effectivement, sur l'échelle de l'indépendance, ça peut effectivement réduire cet enjeu-là. Sur la question de la fin, on est un peu obsédé par ce sujet de la fin parce que, alors avec Marine, on vient d'une expérience professionnelle commune avant Médiane, dans laquelle la fin du projet s'est faite du jour au lendemain, en plein Covid, en ayant un sentiment de gâchis énorme, en se disant qu'on n'a pas pu préparer justement correctement cette fin. Donc, une de nos premières newsletters, d'ailleurs, au tout début de Médiane, et ça fait rire beaucoup de gens autour de nous, c'était quasiment une annonce, enfin, je crois que le titre de la newsletter, c'était Pensez la fin ou Voici la fin. Donc, les gens à qui on a envoyé cette newsletter, enfin, le test de la newsletter nous disait, mais du coup, vous arrêtez, qu'est-ce qui se passe, etc. Donc, du coup, on a changé le titre et on s'est dit, bon, on va peut-être y aller un peu moins fort. Mais l'enjeu du titre et l'enjeu de la fin, justement, par rapport à ça, l'enjeu de la fin dans les médias, soit la fin peut être maîtrisée et faire partie intégrante du projet du média. On a vu la revue America entre 2016 et 2020. 4 ans, un numéro tous les 3 mois, une revue qui chronique le premier mandat de Donald Trump, du début à la fin. Et quand Trump quitte la Maison-Blanche, America s'arrête. Bon, ils n'ont pas relancé en 2024, mais voilà. Mais en tout cas, on pense la fin dès le début. Et chez Médiane, on s'est aussi dit, quand est-ce qu'on aura réussi en réalité ? Quand est-ce qu'on considère que la mission... Parce que si on est des entreprises à mission, si on veut mener une mission à bien, si on veut avoir de l'impact, il faut qu'on se dise, OK, qu'est-ce que je veux faire et à quel moment est-ce que je considère que ma mission, elle est accomplie ? Nous, effectivement, je pense qu'on a encore pas mal de choses à accomplir avant de considérer que le journalisme indépendant est renforcé et peut exister, peut se maintenir et partager. Les enjeux autour sont partagés par une grande majorité de personnes. En revanche, la question de la fin du projet, la question de la fin des médias qu'on accompagne, on se la pose très souvent
Et c'est un point de départ, souvent, dans les premières questions qu'on peut poser à un média qui va se lancer, c'est est-ce que vous avez réfléchi à jusqu'où vous irez? Est-ce que, alors, soit si ça marche pas, soit même si ça marche, en fait, quand est-ce que vous considérerez que vous êtes allé au bout du projet que vous vouliez mener? Nous, pour Mediane... c'est comme un sportif et sa carrière. Exactement. C'est ce que tu dis stop. Dans quel club est-ce que tu finiras ta carrière ou autre derrière? Et donc, effectivement, c'est des sujets qu'on se pose assez régulièrement pour savoir si oui ou non on est en capacité de vouloir ou continuer. On a considéré qu'on a atteint un premier niveau avec Mediane et c'est pour ça qu'on a réfléchi à ce qu'on voulait porter comme mission. Pendant 4 ans, on a fait émerger durablement de nouvelles voies. Donc, on a beaucoup assisté à la création de médias, on a beaucoup aidé à des médias à se lancer, à défricher aussi tout ce secteur et tous ces enjeux-là. Et puis aujourd'hui, on considère qu'on a fait émerger des nouvelles voies et qu'il est de notre responsabilité de les faire, de les renforcer, de leur permettre de continuer à exister et à se renforcer. Et ça se pose en France. Mais maintenant qu'on coordonne effectivement un réseau européen, ce travail, il est infini. Il se pose aussi à l'échelle européenne. Et puis, quand on réfléchit à l'échelle européenne, il se pose aussi de manière plus spécifique. Donc oui, ce travail, il est infini. Mais quand est-ce que nous, on considérera qu'on a fait notre part, qu'on a atteint l'objectif? À partir de quel moment vous avez atteint l'asymptote, quoi? Voilà. Mais bon, pour l'instant, effectivement, on en est loin. Et voilà, il n'est pas de... Enfin, là, on ne pense pas aujourd'hui à arrêter Mediane et à la fin de Mediane. Par contre, on se dit souvent, voilà, aujourd'hui, on est une équipe de 22, 23 personnes. On sait que Mediane, on ne veut pas être 50, on ne veut pas être 100, on ne veut pas être 300, on ne veut pas avoir une croissance permanente parce que c'est aussi ces logiques-là de croissance. Est-ce qu'on peut croître éternellement ou pas? Nous, on est bien dans l'organisation dans laquelle on est actuellement. Donc, notre enjeu, il va être de plus forcément croître trop, mais d'arriver à stabiliser et trouver les ressources pour stabiliser notre fonctionnement aujourd'hui. Ouais. Effectivement, la question de la croissance, elle se pose. C'est évident. Dans notre monde qu'on sait désormais fini, à un moment, et même en termes de capacité, mais de 0 à, disons, 1000 milliards de capitalisation boursière, il y a quand même de la marge. Et à l'échelle de la Bretagne, de la France, de l'Europe, etc., je pense effectivement en fait qu'il y a cette marge-là. On l'a pas évoqué, mais l'une des façons pour vous d'accompagner aussi ces médias ou ces porteurs de projets, c'est ce centre de ressources que vous avez développé et qui peut-être est arrivé à un point où vous considérez qu'on a déjà suffisamment alimenté. Je crois que c'est dispo aussi gratuitement. Ouais. Complètement. Sur le site mediane.org. Oui, c'est ça. Mediane avec un S. Mediane avec un S.org. Tout à fait. Des fiches pratiques, des guides, un livre. Alors, le livre n'est pas gratuit, mais il est vendu à prix coûtant pour expliquer comment on fait pour créer, diriger. Créer un média, éditorial, marketing, financement. Donc, ça veut dire que pour Nouveau Récit, pour Assure, il suffit que je l'ouvre et j'aurai vraiment toutes les bonnes pratiques. Ce n'est pas l'oracle des médias, malheureusement, on peut pas le vendre comme ça. Mais en tout cas, on pense que il y a toutes les bonnes questions à se poser pour essayer de lancer le projet de la manière, et de le faire dans ce qu'on considère être des étapes qui permettent une réflexion poussée sur le produit qu'on va sortir. Mais effectivement, oui, le centre de ressources, et puis là, aujourd'hui, c'est intégralement gratuit, avec des ressources qui vont rester gratuites et qui ont intérêt à le rester. Puis là, notre questionnement, c'est comment est-ce qu'on fait pour créer des ressources qui peuvent être des produits numériques, qui peuvent être des services, qui vont rendre service justement aux médias qu'on accompagne aujourd'hui, sans que nous, on ait besoin de refaire 50 fois une mission spécifique sur mesure chez chacun de nos clients. Oui. Comment est-ce qu'on crée des produits qui sont réplicables, qui sont mutualisables? Notre enjeu, notre question principale, ça va être la mutualisation. Industrialisable. Voilà. Et effectivement, ça peut passer par différents sujets, du financement participatif, par exemple, des questions très, très techniques, de gestion des abonnements. C'est qui est globalement un enfer aujourd'hui pour les médias, aujourd'hui, de savoir comment est-ce que je gère mes abonnements papier ou web. Voilà, comment est-ce que Mediane peut passer de cette position de conseil, mise en place opérationnelle dans chacun des médias qu'on accompagne, à une position qui demain va être de proposer aussi des solutions et de les construire avec nos clients. C'est fou parce que Orature, le projet que j'ai évoqué, donc c'est une scène ouverte qui permet à des personnes de raconter leur histoire. Donc il y a cette dimension tout de même journalistique et narrative, en ce sens que l'on raconte des histoires vraies. On n'est pas là pour raconter de la fiction. Ça reste un programme coûteux, plus coûteux en fait qu'un podcast lambda où on prend 2 micros, un enregistreur, une mixette, on enregistre, on le publie très facilement, pour peu qu'on n'ait pas besoin d'un ingé son. Coucou Antoine. Et on s'est dit quel était le modèle de financement. On se dit que l'aspect contributif est hyper intéressant. Donc, une campagne de financement participatif qu'on a faite sur Ulule. On n'a pas atteint les objectifs, on a réussi à sécuriser un certain montant qui était loin de ce qu'il fallait faire pour rendre la première édition, en tout cas toute la saison 2025, viable, finançable, sécurisable.
Et donc, je reviens encore une fois, en fait, à ce sujet parce que je l'ai éprouvé. C'est que on n'a pas monté, et je le dis, je n'ai pas monté, en fait, cette communauté. Ça veut dire qu'on atteint assez rapidement un plafond de verre auprès des personnes qui nous sont proches, amis, famille, etc. Et puis après, ça se diffuse plus, non pas parce qu'ils n'en parlent pas, mais parce qu'il y a un moment, en fait, il faut arriver à avoir une sorte de masse critique. Et c'est vrai que parfois, on peut vendre du rêve autour, en fait, des campagnes KissKissBankBank, Ulule, en disant c'est génial. Mais il y a beaucoup de travail, et c'est là vraiment où je veux en venir. En fait, il y a beaucoup de travail en amont entre le moment où on pense son média et où on va l'exécuter, où on va le mettre en pratique, où il sera financé, où on aura les capacités financières de le mettre en œuvre. Et il y a tout ce travail préalable qui est vraiment très, très important. Donc ça signifie que avant de vouloir faire ce qu'on a véritablement envie de faire, il y a un préalable. Exactement. Et que ces préalables, en 2025, c'est la communauté. Oui, exactement. C'est la communauté, c'est le produit aussi, au moment où on a finalisé et qu'on a compris ce que veut la communauté. Parce qu'on ne constitue pas une communauté, en fait, sans qu'il y ait un produit, une idée. Exactement. Mais ça peut être extrêmement léger, hein. Ça peut être une intention, un message. Mais effectivement, spécifiquement sur le cas des campagnes de crowdfunding et puis même dans la réalisation des projets ensuite par les médias en leur sein, cet enjeu de communauté, il est plus que crucial. C'est facile de réussir à atteindre l'objectif minimal d'une campagne de financement participatif. C'est-à-dire que et d'ailleurs, les statistiques à l'époque étaient même martelées sur KissKissBankBank partout. Alors, KissKiss qui maintenant a été racheté par Ulule. On voit aussi la concentration de ces acteurs qui ont besoin de ça parce que c'est des modèles économiques très, très fragiles. Mais la citation, c'était « Si votre campagne parvient à attirer plus de 3 contributeurs, vous avez 78% de chances d'atteindre votre objectif final. » Donc, c'est facile d'atteindre un objectif bas initial. D'ailleurs, nous, ce qu'on conseille souvent à nos clients sur les campagnes, parce qu'on fait beaucoup de campagnes de financement participatif, plusieurs fois par an, je ne sais pas combien, peut-être une dizaine, autour d'une dizaine de campagnes de financement participatif par an. Ce qu'on dit à nos clients, c'est ne fixez pas comme objectif de votre campagne ce dont vous avez besoin. Ouais. Fixez ce que vous pensez pouvoir atteindre avec votre premier cercle, le cercle 0, les gens qui sont autour de vous et qui, en fait, peu importe ce que vous lancez aujourd'hui, vous donneront de l'argent et vous financeront un petit peu parce que juste, ils vous aiment et ils veulent le faire. Et on est dans un écosystème dans lequel on a souvent moins de love money ou de friends and family que dans les enjeux de la tech non plus. Donc, il ne faut pas non plus aller trop loin là-dessus. Par contre, si je reprends tout à l'heure ce que je disais sur la revue Pays, il n'y a personne qui se lève le matin en se disant tiens, quel projet je vais aller financer aujourd'hui sur Ulule. Il n'y a personne qui se dit tiens, aujourd'hui super, je vais aller financer ça. Donc en fait, il faut que vous ayez fait tout le travail en amont qui prend beaucoup plus de temps que ce qu'on imagine, de construire la communauté, de présenter le produit, le projet, et puis au moment où vous êtes prêt, de lancer votre campagne de financement participatif et puis là, d'atteindre votre communauté et votre cible. Puis parfois, vous arrivez à atteindre un premier cercle qui sont les gens qui sont arrivés dans votre communauté, qui eux-mêmes vont partager votre campagne à leur second cercle. Parfois, vous atteignez même un 3e cercle. Et là, vous pouvez exploser et atteindre des chiffres tout à fait mirobolants. Mais nous, on ne vend pas ça à nos clients. On ne leur vend pas le fait de réussir à faire des centaines de milliers d'euros. Ouais. On leur propose une méthode et un fonctionnement pour atteindre leur objectif financier. Et d'ailleurs, de leur dire si leur objectif financier nous paraît atteignable ou pas. Il y avait 2 campagnes hyper intéressantes et récentes. Enfin, d'ailleurs, une très récente, c'était au mois de décembre avec l'Esprit Critique. Complètement. L'Esprit Critique sur Instagram, c'est plus de 700 000 followers. Ils sont extrêmement suivis. Leur projet est un projet de formation à l'Esprit Critique. Je crois que l'objectif initial était de 50 000 euros et ils finissent avec quasi 2 millions d'euros. Ouais. Donc c'est, je crois, un peu cette conclusion qui est aussi le sujet par lequel on a commencé. C'est celui, effectivement, qu'aujourd'hui, la manière de faire fonctionner, marcher, réussir les projets, c'est d'être dans le collectif. Et ce collectif-là, forcément, passe par une communauté, mais cette communauté-là n'est pas réduite à leur expression mercantile, en ce sens que ce ne sont pas des clients. Exactement. Ce sont des personnes qui participent à la vie du média et qui participent aussi, in fine, à la fabrique de l'information. Donc, est-ce qu'il y a des choses dont on n'a pas parlé, dont tu aurais aimé que l'on parle? Et est-ce que tu as une sorte de mot de la fin à nous transmettre? Il y a un sujet qui nous tient pas mal à cœur, c'est le sujet justement de la formation initiale des journalistes et de la compréhension dans l'écosystème des médias, pour les nouveaux journalistes ou pour les journalistes actuels, de comment fonctionnent en fait les médias dans lesquels on veut évoluer, dans lesquels on va évoluer. Et donc c'est pour ça que nous, depuis le début, on tient aussi beaucoup à faire des interventions dans des écoles de journalisme,
aller voir au plus près du terrain les gens qui font les choses pour essayer, pour leur faire comprendre la manière dont ça se passe. Donc on est très content parce qu'aujourd'hui on peut intervenir au CELSA, à l'ESJ Lille, à l'IEJ, à l'IJBA, enfin un peu dans plusieurs écoles de journalisme en France, et essayer modestement de contribuer à l'acculturation, à la compréhension des sujets liés au modèle économique des médias dans les formations initiales, ce qui était pour nous, et ce qui d'ailleurs avec Marine au départ était la raison pour laquelle on a lancé Mediane aussi, de se dire ah bah trop bien, on va être journaliste, mais en fait quand on commence à s'intéresser à la manière dont ça se passe, on se rend compte que ce qui nous intéresse plus, c'est de comprendre les conditions de possibilité du journalisme que le fait de le faire nous-mêmes. Or, dans les formations en journalisme à l'époque, il n'y a pas de cours sur le modèle économique, il n'y a pas de cours sur le financement de la presse, il n'y a pas de cours qui nous permettent de vraiment comprendre à quelle sauce on va être mangé quand on va être dans une rédaction. Et donc, en fait, on se dit, c'est dingue. On va le faire et on va peut-être essayer de le lancer quelques années après. Enfin, voilà, c'est un point, il y a plein d'autres sujets sur lesquels on pourrait parler, mais voilà, je pense que je peux ajouter ce point-là. Puis si je devais terminer sur un mot, je dirais que il n'y a pas d'âge, il n'y a pas de compétences, ça c'est important. Il n'y a pas de compétences ou de diplôme ou de sujets qu'il faut avoir impérativement pour lancer une boîte et pour lancer un média. Et souvent, on a ce double syndrome de l'imposteur quand on est journaliste et qu'on veut lancer ou autre d'ailleurs, et qu'on veut lancer un projet de média. C'est qu'on se dit que non, parce qu'il va falloir comprendre tout un tas de sujets, devenir chef d'entreprise du jour au lendemain, tout ça. La réalité, c'est que oui, il faut formaliser sa mue entrepreneuriale, mais c'est le même cas que quand on est dirigeant au sein d'une structure existante et qu'il faut changer de poste ou passer sur un autre enjeu. C'est des compétences qui s'apprennent. Il faut apprendre à savoir tout comprendre sans forcément tout faire. Et c'est là qu'on essaie d'être en réalité au quotidien auprès des médias qu'on accompagne, de leur permettre de comprendre et d'arriver à mettre en œuvre tous leurs projets au quotidien. C'est bien parce que je vais prolonger un petit peu ta question de la fin. Parce qu'en réalité, Marine et toi, alors je sais qu'il y a aussi une troisième associée, voire une quatrième associée. Oui, Christelle et Francesca, oui, tout à fait. Ouais. Vous avez appris vous-même à devenir entrepreneur, à gérer une boîte, à considérer les ressources humaines, à l'expertise comptable, etc. Ouais. Et vous, qui était votre médiane ? Alors, en fait, je pense à deux choses. Je pense à ce qu'on s'est dit avec Marine et Christelle lorsqu'on a lancé Mediane pendant le confinement. On s'est mis autour d'une table et puis on a écrit sur une grande feuille A3 ce qu'on voulait pas à l'avenir. Le premier truc qu'on a noté sur ce qu'on ne voulait plus, c'était, je cite, être managé par des cons. Donc, c'est une sorte de maxime qu'on s'est ensuite appliquée à nous-mêmes. Donc déjà, comment est-ce qu'on ne devient pas con quand on manage ? Et puis ensuite, considérer que le management n'est pas une compétence innée. C'est-à-dire que c'est des compétences formelles. On peut avoir plus ou moins d'appétence pour ça, ou vouloir le faire ou pas. Mais on dit souvent que les journalistes sont les plus mauvais managers. Parce que, de fait, dans le journalisme, il y a cette notion que pour être journaliste correctement, il faut être sur le terrain, et que quand on devient manager, on n'est plus sur le terrain, on manage les autres. Et donc, il y a un peu ce ressenti qui peut exister. Donc, on s'est d'abord dit, on ne veut pas être managé par des cons, et on ne veut pas, du coup, manager non plus à l'inverse de ce dont on a été managé. Il y a un super livre publié aux éditions Hors d'Atteinte qui s'appelle « Le syndrome du patron de gauche ». Le syndrome du patron de gauche, c'est l'idée de se dire, moi, je suis de gauche, donc je vais mener ma boîte et je vais la faire de manière hyper vertueuse. Donc, chez moi, il n'y a pas de management, il n'y a pas de verticalité. Tout le monde est impliqué dans le projet de la même manière et c'est super et on va extrêmement bien s'entendre. Nous, je dirais qu'on a pris le parti de se dire, on va lire, on va s'informer, on va poser plein de questions à plein d'autres gens dans d'autres sujets que les médias. On va demander aux gens ce qu'ils veulent concrètement et puis ensuite, on va se lancer. C'est pour ça qu'il y a eu à peu près 6-8 mois entre le moment où on a eu l'idée de Mediane et le moment où on a lancé le projet. On a fait plein de cafés avec des gens, on a fait un questionnaire, on a rencontré plein d'autres porteurs de projets pour essayer de comprendre et d'apprendre ce qu'était le management et comment est-ce que ça se mettait en place. Et aujourd'hui, on s'est formé aux ressources humaines, on s'est formé à la comptabilité, aux enjeux de BP, à comprendre un peu comment tout ça a été fait. Moi, c'est quelque chose que j'aimais déjà bien faire. Je viens du monde associatif. Il y a déjà aussi cet enjeu de faire beaucoup de choses par soi-même et de comprendre avant de monter des projets. Marine, elle vient plutôt de l'accompagnement des startups, même si elle a eu une expérience associative auparavant. On a tout combiné et puis on s'est dit, on se lance. On va faire des erreurs, on en a fait, on en fera encore. Hein. Mais si on est en capacité de les reconnaître et de manager l'équipe et le projet d'une manière qui nous permet de nous regarder dans une glace et de considérer que ce qu'on fait va dans une direction qui nous paraît être la bonne, c'est ce qui compte le plus. Et aujourd'hui, on est aussi très content de se dire que on a une équipe qui est avec nous, qui est engagée dans le projet, qu'on ne confond pas avec nous-mêmes. On ne demande pas la même chose à quelqu'un qui est associé d'un projet, dirigeant d'un projet, que quelqu'un qui est membre de l'équipe d'un projet qui est dans un contrat ou autre, évidemment.
Mais voilà, on essaie de faire correctement les choses et d'appliquer des préceptes et des principes de management qui doivent être appliqués dans beaucoup de boîtes, mais qui ne sont pas forcément appliqués partout, surtout dans le domaine des médias. Et pour finir, dans un monde idéal, quel est l'invité que tu pourrais me conseiller pour Nouveau Récit ? Tu disais au début que Marine n'était pas disponible pour faire ce point, donc j'aurais pu un acte dire 2 que avec c'est intéressant de faire un acte 2 avec Marine. Ouais. Effectivement. Justement, sur tout ce dont on vient de parler là à la fin. Ouais. Complètement. Ouais. Je pense que c'est tout à fait intéressant. Je peux te conseiller aussi plusieurs personnes qui nous inspirent au quotidien l'action de Médiane, des personnes qui ont monté des projets, qui ont lancé des médias aussi à d'autres niveaux. C'est un sujet très fort dans lequel je vais beaucoup m'investir dans Nouveau Récit. Je pense que c'est un sujet extrêmement important. Donc tu vas... Donc effectivement, voilà, des personnes comme il y a des exemples aux États-Unis, il y a des exemples au Royaume-Uni, les gens qui montent des médias comme Tortoise ou autres, qui sont des médias qui essayent de... Enfin, au moment où ils se lancent, qui révolutionne un peu l'approche qu'on a du lancement d'un média indépendant. C'est hyper intéressant, même si, il y a plein d'autres critiques qu'on peut leur faire. Je pense que c'est un enjeu là-dessus. Mais voilà, je pense qu'il y a pas mal d'exemples qu'on peut prendre pour arriver à comprendre et à bien rentrer dans cet environnement-là. Dans le livre Créer un média, on a nous-mêmes rencontré pas mal de fondateurs et de fondatrices de médias qui ont une position de journaliste, mais qui ont justement fait cet enjeu, cette transition vers l'entrepreneuriat. Ça peut être un bon point de départ aussi, que ce soit Manon Boken, la cofondatrice de la revue Pays justement, mais aussi du côté de la Déferlante, de Street Press, de Vert, de tous ceux qu'on a cités. Ouais. Et voilà. Super. Merci beaucoup Baptiste. Merci à toi. Je dis merci à toutes celles et ceux qui nous écoutent en podcast, en rediffusion et en live aussi. Donc le live, c'est tout nouveau. Hein. J'avais déjà expliqué que comme le podcast était enregistré dans les conditions du réel, c'était intéressant aussi de le faire directement et pourquoi pas interagir. Alors c'est tout nouveau, tout neuf, on lance un peu la démarche. Tout état de cause, le prochain live, ce sera le 3 juin. C'est un mardi sur 2, à partir de 17h. Pour former les communautés, il faut aussi liker, s'abonner, suivre, évidemment, en fait, la vie de Nouveau Récit. Encore une fois, Baptiste Develin, je te remercie. Merci à toi. Et à bientôt. À bientôt.